Salut la France d'Internet, mes Francky, mes Franquettes, bienvenue dans l'épisode 8 d'À la bonne Franquette. Alors au programme aujourd'hui, on va parler de McKinsey, donc ce cabinet américain qui conseille les gouvernements accusés de ne pas avoir payé d'impôts pendant 10 ans, accusés de, entre guillemets, décider à la place des hauts fonctionnaires, et également accusés, même si c'est un bien grand mot, d'insuffler une sorte d'idéologie un petit peu anglo-saxonne, beaucoup trop libérale dans nos institutions. On parlera ensuite du bouquin de Louise. Coucou Louise. Coucou. La jeunesse face aux extrêmes, lettres à ma génération, besoin de liberté, débat sur la laïcité, lutte antiraciste, féminisme. La jeunesse semble aux extrêmes en tout. Sans transition, bien sûr. On parlera ensuite de Tinder, en tout cas plus globalement Grindr, Appen, etc. Il y en a une autre, il me semble, Fruits. Fais genre tu connais pas. Sympa. En tout cas, des applications de rencontres, comment est-ce qu'elles ont généré une sorte de stress, appréhension de la première rencontre? On va en discuter avec nos chroniqueurs et notre expert, qu'on ne nommera pas du coup. Et on terminera avec un quiz donc, sur la gastronomie française qui va éveiller nos papis. Bravo Patrick pour le qui va éveiller nos papis. MDR, 3 petits points, le boss. On va tout de même présenter donc, nos nouveaux chroniqueurs. Donc, en plus de ceux que vous connaissez déjà, donc Ibtissam et Raph, on a Louise et Samuel. Présentez-vous du coup. Est-ce qu'il va y avoir le petit à toi. Ok, super. Coucou. Du coup, moi je suis Louise Aliafi, Jézébel sur les réseaux sociaux et effectivement je viens de sortir un livre qui s'appelle Lettres à ma génération sur la jeunesse qui vote extrême ou qui s'abstient d'ailleurs, dont on parlera tout à l'heure et je suis super contente d'être parmi vous. Magnifique. Alors avant de te présenter, petite présentation du bouquin. Oui, le livre de Louise Aliafi, Lettres à ma génération, la jeunesse face aux extrêmes, édition L'Observatoire. Magnifique. Et tu vas dire que t'as détesté, évidemment. Non, il était vraiment pertinent sur bon nombre de points. Alors du coup, bim, hop là, rafistolage sur le bouquin. Allez, c'est parti. Comme ça, one shot. Anglicisme, pardon. Je vais mettre 2 € dans la caisse, un sourire pour Assom. C'est super. Blake, c'est bon, là, tu peux en avoir une troisième. Là. Ouais, mais finalement, j'en veux plus. J'ai une 3080 maintenant, je balance juste de la puissance sur les jeux, plus besoin de play. Samuel, présente-toi. Donc moi je m'appelle Samuel Fitoussi, je suis très content d'être là, j'écris des courtes satires politiques notamment, mais j'ai pas encore écrit de livre. Et voilà, je suis très content d'être parmi vous. Magnifique. Cette fois-ci, du coup, on mettra quand même les réseaux sociaux de nos intervenants, chroniqueurs dans l'émission. Donc Louise, pour ses opinions et en tout cas pour l'aspect un petit peu littéraire, intéressant, culture, Et tout sa ça. chaîne YouTube aussi, il me semble. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et Samuel qui envoie des trades, mais hyper marrants. Ouais. Moi, je vous C'est vrai adore, que mais habituellement, on le faisait pas parce que toi, à part t'énerver, tu fais peur à tout le monde. Moi, sur les réseaux. c'est surtout recette cuisine et match du PSG, donc bon. Et voilà, toi, tu fais des blagues qu'on est genre 3 à comprendre. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est des très bonnes blagues. Ésotérique au possible. Ah, c'est des vraiment. blagues très 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 mystiques, on adore. Reprenons sur McKinsey, parce que bon, on fait des vannes, mais il y a des Américains qui fraudent le fisc. Supposément, nous sommes dans un état de droit, rappelons-le. Regarde pas. Près d'1 milliard d'euros de prestations conseils achetées par l'État, dont 12 millions seulement pour McKinsey dans le cadre de la gestion de la crise Covid. C'est une somme absolument énorme. Est-ce que ça vous choque ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que vous êtes habitué ? Quels avis vous avez là-dessus, Samuel ? Ouais, moi personnellement ça me choque pas, je trouve que c'est un faux scandale et je trouve qu'il y a en fait tout ce qui correspond au logiciel idéologique des extrêmes pour les énerver et pour qu'elles sautent sur l'affaire. Par exemple, il y a le fait que c'est une société américaine, dans le logiciel de l'extrême gauche et de l'extrême droite, il y a cet anti-américanisme ancré depuis des années. Il y a le fait que ce soit le privé. Il y a l'extrême gauche comme l'extrême droite fustige le néolibéralisme, etc. Et il y a le fait que ce soit perçu comme du privé qui fait des choix que le peuple devrait faire, ce qui n'est pas le cas à mon avis. On n'a pas demandé à McKinsey de choisir ce qui allait être fait dans l'horaire des couvre-feux, mais simplement de mieux implémenter la stratégie vaccinale. Donc moi personnellement ça me choque pas tant que ça et quand on regarde les chiffres je crois, mais vous me direz, vous confirmerez, qu'on a moins recours en France aux cabinets privés que de nos voisins comme l'Allemagne par exemple. Surtout. Ouais, parce qu'on a une fonction publique qui est quand même pas mal forte comparée à nos voisins européens. L'affaire McKinsey, elle est intéressante parce que elle nous renvoie pas mal à notre image de Français. Nous, ce qu'on pense de l'argent, Ouais. l'argent, le nôtre, celui des autres, surtout celui des autres, on a un problème avec ça, on a un rapport particulier avec l'argent, et quand ça touche à l'argent public, c'est à la fois notre argent et à la fois celui des autres. Donc c'est toujours très très particulier les scandales qui ont trait à l'utilisation de l'argent public. Donc oui, pour moi ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est pas forcément le côté... C'est ce que ça en dit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plutôt le côté ce qu'on fait de cet argent. Okay. Et là, on voit les sommes que tu as évoquées qui sont absolument faramineuses.
On le consomme en même temps. Chips. Tu vois, ça c'est parce qu'on a Bah, 5 du coup, ou 6 les émissions. deux ne parlent plus. On a 5 ou 6 émissions, ça crée des liens, mais Symbiose j'espère qu'on comme aura ça. cette symbiose tous ensemble plus tard. Donc oui, c'est pas spécialement tout ça qui me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est surtout l'utilisation qu'on a fait de cet argent-là. Ouais. C'est des sommes qui sont absolument faramineuses et pour au final des prestations ou en tout cas un produit qui est incolore, inodore. Enfin, invisible quoi. Il n'y a pas spécialement de concret derrière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avaient relevé les enquêteurs du Sénat. Quand ils ont interviewé le pauvre monsieur, là, le pauvre senior, ou je crois que c'est un senior, hein. C'était un senior qui était interviewé. Le pauvre senior. Ouais, bon. C'est pas lui le plus 300 K annuels pour faire des PowerPoint. C'était sur l'évolution du métier d'enseignant. Et Ouais. Tu le voyais, t'avais Et pitié de lui. le quand même. mec, ouais, tu sais, on avait l'impression que tu voyais, tu sais, en pleine route dans la nuit, un cerf qui regardait les phares, tu sais. Non mais on aurait dit, moi, un oral, tu sais, de droit international, genre, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Et il était doit être badant en même complètement temps. paumé, il bégayait, il avait absolument aucune manière de répondre aux questions, tu vois. Et je pense que c'est surtout ça qui choque les Français. Mais du coup, ça pose une autre question. Pourquoi est-ce qu'on fait appel fondamentalement au privé pour gérer le public? Mais en gros, ce qu'il disait, c'est qu'on avait tout de même besoin d'un regard extérieur pour aérer un peu l'esprit et avoir de nouvelles manières d'appréhender les problèmes et du coup d'y remédier, etc. En soi, c'est un argument qui se tient. Bien sûr. Enfin, moi, je le trouve pertinent, en fait. Mais après, ça sous-entend que l'administration française, elle est un peu fermée sur elle-même et qu'elle est pas... Alors que bon, on a quand même des Les pros, deux doivent jouer complément, en fait. Ouais. Ah mais après, il y a un autre problème qui se pose aussi, c'est surtout sur certains sujets, là on disait il y avait l'évolution du métier d'enseignant. Le Covid, à la limite, c'était un truc qu'on espérait temporaire, qui était exceptionnel, etc. Mais sur des trucs, les impôts, l'assurance chômage, les retraites, etc., c'est quand même des trucs qui sont censés... ce qui nécessite une vision un peu long-termiste. Et là, on prend des cabinets de conseil qui sont là peut-être 6 mois, qui abordent le sujet de façon très temporaire justement, très court-termiste, et pour moi ça c'est une vraie question. Ouais. Pourquoi est-ce que comment est-ce qu'on traite, j'en sais rien, l'assurance chômage, dont je sais plus si c'est McKinsey, mais il y a des cabinets de conseil privés qui s'en sont occupés. Comment est-ce qu'on peut traiter ça sur une mission de conseil de quelques mois quoi? Il y avait eu ça avec la Caisse nationale des assurances vieillesse, mission à 956 000 balles, trace, PowerPoint et un cahier des charges 50 pages quoi. Enfin, 956 000 balles, on arrête l'émission, on le fait maintenant. On sort un ordi, on envoie ça maintenant. Et on part aux Maldives. Mais, et l'autre question que ça pose, parce que là tu viens du coup de parler de missions un petit peu ponctuelles, c'est l'État sait-il encore se projeter dans le temps long? Parce que forcément, quand tu fais appel qu'à des câbles avec, on sait qu'il y a un gros turnaround, ok, anglicisme, 2 balles dans ma caisse. Bon, j'ai payé, j'ai le droit de le réutiliser. Il y a un gros turnaround dans les cabinets de conseil, donc ce qui fait qu'au final, ce ne sera jamais les mêmes intervenants. On sait très bien que le transfert de compétences ne s'effectue pas de façon exceptionnelle dans ces câbles-là. Donc au final, tu donnes ton déploiement sur le long terme à des câbles qui ne sont pas forcément les mêmes, à des associés qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc au final, tu n'as aucune vision et tu ne peux pas très bien piloter ce que tu vas vouloir mettre. Exemple pour les profs, en tout cas la mission qui avait été donnée au niveau de l'académie, on peut se poser la question, en quoi ces mecs-là sont plus légitimes, par exemple, qu'un inspecteur qui a 40 ans de fonction publique derrière lui. Et en même temps, ce que disait Ibtissam est pas faux, c'est que t'as l'autre extrême qui est que t'as un fonctionnaire qui est là depuis 40-50 ans et qui a potentiellement pas ouvert ses chakras, quoi. Donc il y a un peu un équilibre à trouver entre le gars qui est là pendant 2 mois et le gars qui est là pendant 40 ans. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec ça étant la réincarnation cool de Lionel Jospin, mais je comprends le point de vue. Moi, il y a un truc qui m'a particulièrement choqué dans cette campagne, c'est il y a eu à un moment une séquence un peu énigmatique avec Macron. Il y avait un journaliste qui lui demandait, caméra à l'épaule, qui lui demandait un peu des comptes par rapport à l'affaire McKinsey. Et Emmanuel Macron répondait en disant que lui, au sein de l'administration, il n'avait pas forcément tous les outils, toutes les capacités pour résoudre certaines problématiques contemporaines et qu'il n'avait pas le choix de puiser dans le privé justement pour compenser la carence de l'État entre guillemets. Et il a sorti un exemple très précis. Il a dit voilà, par exemple moi, si j'ai une problématique en termes de cybersécurité, j'ai pas forcément ce qu'il faut. Or, j'espère que c'était juste un trou de mémoire, mais il a complètement oublié qu'on a une agence en France qui est spécialement dédiée à la cybersécurité, qui embauche environ 500 fonctionnaires, ce qui est absolument pas rien du tout, qui s'appelle l'ANSSI, Agence nationale la sécurité des systèmes d'information. Exactement. Et c'est des mecs qui sont calés, quoi. Et de manière générale, je finis sur ça, nos ingénieurs français,
on se les arrache partout dans le monde. Et il faut pas oublier ça, on est bon pour former des gens. Et surtout dans ce domaine-là, les mecs qui bossent en Silicon Valley, c'est des monstres, quoi. Et j'ai l'impression on valorise pas suffisamment ces profils-là. Et cet exemple-là, c'est un des trucs les plus probants justement là-dedans. C'est clair. Étonnant qu'ils s'en aillent finalement. Oui, Mais surtout, on peut les entendre. surtout que cet exemple-là, et vraiment, tu as raison de le souligner parce que cet exemple, je le trouve absolument aberrant. Ah, c'est un truc de fou. C'est aberrant parce que autant il aurait dit d'autres trucs, tu vois. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais Lancy, c'est n'importe quoi. C'est pas juste que les mecs sont bons, c'est que c'est des animaux, quoi, tu vois. Enfin, le boss de Lancy, c'est un polytechnicien, c'est un animal. Enfin, ils te font des démos avec des téléphones, ils te craquent n'importe quelle connerie. Ils te font alors, vous avez vu, vous êtes pas vraiment en sécurité. Enfin, les mecs sont trop forts, tu vois. Donc, s'il y a bien des personnes à appeler, c'est eux. Et non pas. Après, il y a quand même tout ça, c'est quand même encadré par des appels d'offres très précis. La loi encadre ça. J'imagine que s'il y a l'ANSSI qui est calé pour faire un truc, ils y pensent. Il y a quand même l'information circule. Après, Macron s'est sans doute mal exprimé. C'était pas forcément la cybersécurité, parce que il y a aussi un truc qui fait scandale, c'est l'idée de copinage. Il y a pas mal de trucs qui circulent sur Twitter de gens de la campagne Macron de 2017 qui se retrouvent après chez McKinsey et vice versa, de gens de chez McKinsey qui s'engagent pour Macron. Il y a potentiellement quelque chose derrière, mais en tout cas, rien ne le prouve pour l'instant. Les appels d'offres sont encadrés. Aucune enquête a montré que les contrats étaient passés par copinage et parce que telle personne connaissait telle personne. Et puis en soi, c'est pas préjudiciable, ça. Au fond du fond. Si tu donnes à un mec qui t'a aidé en 2017 parce que t'es pote avec lui, alors qu'il y a un autre cabinet de conseil ou dans le public, tu peux faire ça pour moins cher. Chaque euro d'argent public doit être utilisé le plus efficacement possible. C'est l'argent du contribuable. Et c'est surtout que c'est un délit pénal, c'est du trafic d'influence, c'est ça? Alors, D'accord. et typiquement, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que tous ces énarques-là terminent dans le privé? Pourquoi est-ce qu'ils y vont? Là, après, on est vraiment sur la question de la valorisation du statut de fonctionnaire. Est-ce que tu es aussi bien payé? Est-ce que... ouais, non, clairement pas. Enfin, ça, je pense que c'est le jour et la nuit. Après, ils ont d'autres avantages, mais ouais, ils ont quand même des gros avantages. Est-ce qu'ils ont moins d'horaires? Ils peuvent avoir une vie de famille un peu plus normale, parce que il faut quand même le dire, dans les cabinets de conseil. Après, ça dépend, mais dans les cabinets de conseil, c'est quand même connu pour faire du 80 heures par semaine en bonne semaine. Ouais, mais quoi. je suis pas sûr Donc, je suis pas sûr qu'un mec à la Cour des comptes bosse moins qu'un senior chez Mac, ils sont pas en 35 heures, mais je pense que c'est pas le même mode de vie non plus. Après, c'est pas le même stress, t'as Et pas c'est la même le même pression. stress, ouais. Effectivement. Bah, c'est ça, parce que dans le privé, tu peux sauter à tout moment, alors que Ouais, c'est franchement, ça. pour déboulonner un fonctionnaire, c'est une panacée. C'est compliqué, ouais. Mais ça, pareil, je sais pas trop, tu vois, parce que même dans le privé, enfin, fonctionnaire, effectivement, c'est le statut qui fait que tu peux pas sauter. Invirable. Ouais, mais dans le privé, arrivé à un certain niveau, les dynamiques de compromission étant ce qu'elles sont, en vrai de Tu vrai... peux te faire mettre au placard, mais Oui, tu voilà. seras pas viré. T'es au placard à 300 cas par an. let's go. C'est pas mal, c'est un beau placard. Moi, j'y vais, c'est un placard très sympa. Un placard doré, Ikea, finition Ah, dorure, machin. c'est le placard Harry Potter, là, où tu payes... C'est Narnia. Tu payes 400 livres pour le visiter. Après, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau des compétences? Parce que quand tu regardes bien, c'est tout de même assez logique qu'un mec qui a 30 ans de fonction publique derrière lui, qui est vraiment expert dans un truc, qui a fait qu'inspecter des écoles et des académies plus globalement, soit plus compétent qu'un type qui est consultant généraliste pour un gros cap, certes, mais qui a peut-être pas cette vision du milieu. Bah c'est ça. En fait, c'est un peu paradoxal comme situation, parce qu'on a plus tendance à valoriser le mec qui est issu donc du gros cabinet au nom ronflant américain par rapport au mec qui sort de l'administration. Or, en général, les hauts fonctionnaires, ils sont issus des mêmes écoles. Des animaux, c'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que c'est soit l'ENA, soit Sciences Po, soit l'ENS, tout ça. Ouais. Donc honnêtement, cursus en termes de diplôme, en termes d'alma mater, c'est plus ou moins la même chose. C'est un peu sensiblement la même chose. Par contre, pour moi, le fonctionnaire aura toujours un avantage par rapport au mec du service privé. Ouais. Je sais que t'aimes pas cette expression. Moi, j'adore ce hiatus. Mais non, mais c'est intéressant, parce que pour moi, à partir du moment où tu fais une délégation de service public à un mec qui n'est pas justement dans le service public, on peut parler de service privé, mais bon, ça c'est le fonctionnaire du coup qui a plus ou moins sensiblement le même niveau d'études, mais il aura cet avantage-là par rapport au mec du cabinet de conseil, c'est qu'il connaît précisément le sujet, parce qu'il est sur le terrain depuis 10, 15, 20 ans. Ouais. Or, le mec du service privé, le mec du cabinet de conseil, non c'est clair, le mec du cabinet de conseil, bah, la semaine dernière, il était sur une campagne Danone, dans 2 semaines, il sera sur une campagne Renault, et là, ce soir, il doit parler des profs en banlieue, tu vois. On mettra des bips sur les trucs. C'est 2 clients. Donnez les subventions, donnez. Et donc oui, pour moi, le fonctionnaire aura toujours un avantage par rapport au mec du cabinet de conseil, toujours. Après, je pense qu'il faut pas trop grossir le trait non plus. Enfin, moi, je suis réputé pour grossir le trait. Je suis le beauf de l'émission. Au cas où tu me connaissais pas vraiment, je suis là pour grossir le trait. Non, mais on part
du principe que le mec en cabinet de conseil, c'est un mec dans sa tour d'ivoire qui sort jamais de ses PowerPoint, etc. Alors qu'en réalité, pour en avoir fait un petit peu pour le coup, ils font aussi du Excel. Non, ils font aussi du Excel. Mais en vrai, dans le métier de conseil, t'as quand même aussi des mecs qui vont passer 6 mois dans une entreprise, qui vont passer 2 mois dans une autre entreprise et qui quand même sont donc effectivement sur plein de missions diverses et variées, mais qui peuvent parfois être très techniques, qui peuvent parfois être très spécialisés et qui vont aller aussi sur le terrain. Que à contrario, tu vas aussi avoir dans la fonction publique des mecs qui sortent pas de leur bureau et qui comprennent pas ce qui se passe. Après, oui, je pense que c'est un équilibre à trouver en fait. Je pense que t'as pas de règles définitives sur le type de boulot de chacun. Je sais pas si vous avez lu le dernier roman de Nicolas Mathieu qui s'appelle Connemara, et justement le thème c'est le recours au cabinet de conseil par les collectivités territoriales notamment. Et bon, lui il est plutôt de gauche, plutôt anti-libéral, mais en tout cas la vision développée est intéressante, et on voit que les collectivités territoriales parfois font appel à des cabinets de conseil, mais parce qu'elles doivent faire appel, parce qu'on leur demande d'y faire appel, mais après les cabinets de conseil vont pondre leurs rapports sur lesquels ils ont travaillé pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, à 4-5, un truc facturé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ensuite les collectivités territoriales qui reçoivent la présentation ont tout intérêt, par exemple, à enterrer le rapport, parce que ils font un rapport sur comment supprimer des jobs dans la fonction publique. Et évidemment, ça arrange pas. Il y a des conflits d'intérêts. Celui qui reçoit la présentation a tout intérêt à pas la forwarder à son chef. Donc il dit OK, bien reçu. Il demande à la RH de la collectivité territoriale de facturer le cabinet de conseil. Et puis voilà, et on n'en reparle plus. Et il dit notamment qu'au moment du changement de région par François Hollande, il y a eu une réforme des régions. Donc il a fallu réorganiser tout le millefeuille administratif, que les cabinets de conseil se sont fait une fortune pour au final des recommandations qui n'ont pas servi beaucoup. Après, je sais pas si c'est romancé, et je sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas c'est intéressant, et il pointe aussi un autre aspect, toujours issu de cette vision un peu antilibérale, mais en tout cas à laquelle j'adhère pas forcément, mais en tout cas c'est intéressant, comme quoi le problème c'est que ces cabinets de conseil importent l'idéologie entre guillemets néolibérale. Donc par exemple pour leurs recommandations à l'hôpital, ça va être comment réduire les coûts, comment optimiser le système. Donc on va supprimer quelques lits, on va supprimer quelques infirmières, on va essayer de faire que tout roule mieux, que chaque euro d'argent public ait un meilleur rendement. Sauf que concrètement, du coup, le côté humain en pâtit. C'est ce qu'il dit. Il dit la fonction publique n'a pas à être gérée comme une entreprise privée, n'a pas les mêmes objectifs. Et lui, je crois qu'il utilise une formule, c'est le devenir entreprise de l'intégralité du monde social. Que je trouve en tout cas c'est une vision que je trouve intéressante, à laquelle moi j'adhère pas forcément, mais je vous recommande le bouquin, qui par ailleurs est un excellent roman. Je suis pas, tu vois, je sais pas si je serais chaud pour lire ce bouquin, parce que Connemara, tout ça, moi je suis plus Johnny, parce que au début je voulais prendre ce bouquin, mais je pensais que c'était une biographie de Sardou, donc je me suis dit flemme un peu. J'avoue, il a balancé, mais putain, la caution intellectuelle de l'émission. C'est un roman, c'est pas un roman idéologique, c'est vraiment c'est une histoire d'amour entre deux. Nous on fait des barbecues et des vraiment. Alors tu vois, j'ai pas lu ce bouquin, mais de ce que tu m'en parles, en fait, j'ai l'impression vachement de me retrouver par rapport à ce qu'on avait parlé la dernière fois du bouquin de Régis Debray qui s'appelle Civilisation. Et en gros, donc dans ce bouquin résumé vraiment grosso modo, en gros, il parle de la fin de la civilisation, parce qu'il part d'une citation de Paul Valéry de 1919 qui dit que toutes les civilisations meurent. Et c'est très très triste, mais malheureusement ça se constate, quoi. Et oui, c'est triste. Là, c'est vraiment c'est le moment émotion. Là, ça dérape. C'est le moment émotion. Non, pas du tout. Il y a Berkoff qui arrive. C'est Régis Debray. C'est Régis Debray. C'est pas non plus Jean Messia. C'est pas Jean Messia, c'est Régis Debray. Et donc il dit que la civilisation européenne est amenée à se délitérer progressivement. Et justement, cet import-là des idéologies libérales anglo-saxonnes, je pense qu'il en parle d'ailleurs dans le bouquin, c'est vraiment un des symptômes justement de cette mort lente de la civilisation européenne. Et c'est très très intéressant, parce que ce bouquin, visiblement, de ce que tu m'en dis, c'est vraiment illustré, ça illustre vraiment ça, quoi. Après, ces conflits d'intérêts, entre guillemets, ils sont vraiment institutionnalisés dans le sens où le problème premier, tu vois, c'est que tu as vraiment une enveloppe, tu as un plafond au niveau des fonctionnaires, tu vois. Et quand tu n'as plus de ressources au niveau des fonctionnaires, après, la question c'est est-ce qu'ils bossent vraiment, hein. Mon passeport a mis 4 mois à arriver, c'est absolument horrible. Voilà, là, André Berkoff, il peut se ramener, tu vois. Et Berkoff est en moi, là, c'est sans mauvais jeu de mots, un peu dégueulasse. Seigneur. Il m'en manque déjà. Non mais ouais, et du coup t'es parfois dans l'obligation, tu vois, de faire appel à des cabinets de conseil, parce que ouais, effectivement, tu peux pas embaucher plus de fonctionnaires, et puis en plus ce qui est rigolo, c'est qu'on avait fait un sondage sur les réseaux sociaux,
Et il y avait un type, bon d'ailleurs on lui dédicace le trophée beauf parce qu'il m'a apporté une réponse absolument exceptionnelle. Il m'a dit en gros quand t'as un problème avec ton lavabo, est-ce que tu fais appel à un plombier ou est-ce que tu l'embauches en CDI quoi, tu vois. Et c'est un peu ça C'est pour pas l'émission faux, c'est pas ponctuelle. Là tout à l'heure on parlait du Covid. En vrai le Covid, on savait que ça allait durer quoi, 1 an et demi, 2 ans. Ah, tu savais toi? Ah, moi je savais pas. Ben, moi je suis Jupiter. Je sais un peu tout, bon du coup je pose Johnny parce que je sais tout. Et non mais en tout cas sur le Covid, t'allais pas prendre 300 000 fonctionnaires de plus quoi, tu vois. Ah oui, ça c'est clair. Et vu qu'on n'est pas limité même au niveau européen là-dessus ou pas? Je pense pas, on est limité dans la dépense publique, Ouais. dans le déficit, mais je pense pas qu'il y a une règle pour le Ouais, nombre de moi non fonctionnaires. plus, on en aurait entendu parler. Mais la France a un nombre de fonctionnaires par habitant bien supérieur à ses voisins européens. Mais vraiment, Samuel, mais exceptionnel. Samuel est un triangle passe en profondeur décisive et exceptionnel. Au niveau de nos voisins, donc européens et pas forcément européens, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'il y a des férus de statistiques et de sondages là? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous voulez en parler? Parce que je sais qu'effectivement, on est parmi ceux qui avons le moins de... Enfin, en tout cas, qui faisons le moins recours. En tout cas, on a vraiment très peu de cabinets de conseil. En tout cas, on dépense très peu en cabinet de conseil. On a beaucoup de fonctionnaires. Est-ce qu'il y a des éléments à apporter, des stats, des chiffres, un truc un peu sérieux, Ipsissam peut-être? Bah oui, J'ai pas les chiffres en tête, mais il me semblait que comparé à l'Allemagne, c'est quasiment. Comparé aux pays normaux, je veux dire, les pays qu'on ne déteste pas fondamentalement, tu vois. oui ici on est germanophobe, ouais. Il y a aussi Depuis le Covid, Royaume-Uni. germophobe et maintenant Ah, non, germanophobe, non. excuse-moi. Il y avait aussi le Royaume-Uni, il me semblait, il les utilisait bien plus de manière bien plus importante que nous. Eh bien, passe décisive et exceptionnelle parce que tout est scripté, c'est formidable. Samuel qui connaît bien du coup le Royaume-Uni, est-ce que tu sais comment ça se passe, comment ça s'organise là-dessus? Je sais pas comment ça se passe, non? Ok, Oh. génial. Rideau, salut, à plus. Non, Salut mais les en Franquettes. revanche, ce que je peux dire sur le Royaume-Uni, c'est que moi, il y a quand même un truc qui me marque entre le Royaume-Uni. J'ai vécu 15 ans au Royaume-Uni, il y a une vraie différence de Le mentalité flex quand même. sur, sur le rapport au privé, justement. Ouais. Et cette histoire au Royaume-Uni n'aurait jamais fait scandale. Ça aurait fait une ligne dans un quotidien et on n'en aurait pas parlé. Et il y a vraiment, j'ai l'impression qu'en France, le privé, c'est mal et conspué, on oui. glorifie le public. Et je pense que ça s'inscrit dans une longue tradition où le monde anglo-saxon a été irrigué par la pensée libérale autant au sens politique qu'au sens économique. Et des mœurs, oui, ils sont beaucoup plus libéraux que nous sur tout ce qui est wokisme, etc. Et beaucoup moins universalistes. La France, il y a la tradition centralisatrice où, depuis très très longtemps, c'est l'État qui gère l'intérêt général. Au Royaume-Uni, signer une auto-attestation pour sortir de chez soi, ça aurait été inconcevable. En France, tout le monde a trouvé ça normal. Non, je sais pas. Je suis pas sûr. Non, mais ça a pas Alors, particulièrement petite parenthèse, vraiment désolé, mais petite parenthèse, c'est mon moment un peu balance, mais il faut que je le rappelle à chaque émission parce que Zéro Val, j'ai pleuré de rire pendant 3 semaines à cause de ça. Elle s'est pris 135 balles d'amende pour avoir fait du vélo. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme, c'est absolument exceptionnel, mais bon, parenthèse passée. Et Dis ouais, que c'est pas un comique. Vas-y, comme ça tu Non, penses un peu. non, tu l'es. T'es très Non, mais c'est 135 balles, tu vois, c'était pour payer McKinsey, voilà. Voilà, ouais. Et du coup, pardon. Et non, du coup, voilà, au Royaume-Uni et aux États-Unis, par exemple, il y a une tonne de think tanks libéraux où, avec des posters de Friedman et de Hayek qui glorifient. En France, si un homme politique se réclame de Friedman et de Hayek, tout le monde lui rigole à la tête. D'ailleurs, le libéralisme dans l'élection présidentielle de 2022 n'a pas vraiment été porté. Ah, bah ça c'est clair. Bah, ça fait 20 ans qu'il est pas porté. Ça en fait fait. 20 ans qu'il est pas porté. Et Il y a quand- Fillon a un peu tenté de... Ouais. Et quand un mec a l'outrecuidance de se prétendre justement libéral, comme par exemple Gaspard Koenig, il se prend quoi, 2% dans la tête et il retourne dans son think tank, quoi, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Non, mais il y a une vision hyper manichéenne du truc, et il y a aussi ce côté très anti-anglo-saxon et vraiment très anti-américain qu'on retrouve sur ce scandale McKinsey, parce que McKinsey, c'est 1% de la dépense des cabinets de conseil entre 2018 et 2020, alors qu'on a Capgemini, bien français, et Eurogroup qui ont fait beaucoup plus. Mais plus Oui. globalement, vous Ouais. pensez que ça vient de ça, vous, que cette méga polémique, c'est lié au fait, je vulgarise un peu, qu'on déteste les Américains, qu'on déteste les Anglais, qu'on déteste les libéraux, et qu'on veut du service public, mais on veut pas les payer. Il y a un Globalement. dernier, il y a un point justement qui répondrait pas plutôt, enfin qui serait un élément de réponse à ta question. Ouais. Il y a aussi un élément qui est primordial dans cette affaire, c'est le côté sécurité, le côté protection de nos données et le fait que des sociétés qui sont américaines ou en tout cas des filiales françaises de sociétés américaines, de groupes mères, de sociétés mères étrangères, ça pose problème en termes de sécurité parce que il y a des dispositions américaines, il y a des traités, il y a des
textes de loi, quoi, pour résumer, comme par exemple le Cloud Act et le Patriot Act, qui mettent en place en gros un système suivant lequel, au cours d'une procédure, tout ceci. Exactement. Et c'est d'ailleurs une des pas critiques, mais un des sujets d'inquiétude du Sénat dans son rapport. Et c'est très très important de le préciser. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui, si un jour pour une raison X ou Y, il y a une procédure qui est visée à l'encontre de McKinsey, et ben McKinsey sera même, c'est même pas qu'ils ont le droit, c'est qu'ils ont le devoir de dévoiler toutes les données, les données Notamment protégées, les données sensibles, et très sensibles, qu'ils ont pu collecter au cours des missions conférées par la France. Et ça, c'est très très dangereux, ça. Bah après ça, le vrai problème, c'est que, comment dire, déjà il y a plusieurs phases, tu vois. Premier problème, c'est qu'il n'y a pas de Google européen. Exactement. Ça, c'est complètement débile. Exactement. Deuxième problème, c'est que il y a des hébergeurs, tu vois, des cloud providers qui, ok, 2 balles encore dans mon truc. Donc il y a des hébergeurs français, bien franco-français, mais en général, on les prend pas, tu vois. On va préférer aller chez des Oracle et compagnie. Troisième problème, c'est que non seulement on peut rien faire au niveau national, il faut qu'on le fasse au niveau européen, mais la seule fois où la Commission a eu un petit peu de baloche, merci, la seule fois où la Commission a eu des baloches, elle a dit ok, le Privacy Shield c'est complètement ridicule, on va l'invalider, maintenant c'est fini. On s'est dit waouh, putain mais c'est exceptionnel, putain Levi's 501 large sans caleçon, truc qui frotte le jean, tu vois, c'est exceptionnel. Et ça a duré quoi, 1 an, un peu moins. Et là on vient de dire oh bah au final les Américains présentent des garanties suffisantes. Non, alors que c'est faux. Bah, bien sûr, c'est complètement con. Enfin, ils les gardent, on ne sait pas où ils les envoient. Eux ont le droit de s'en servir à des fins de prospection, trucs commerciaux. Enfin, c'est assez honteux. Mais comme le disait Sam, c'est vrai que nous, Français, sommes anti-américains de base. Et là, c'est peut-être ça qui parle en moi. Mais c'est vrai qu'il y a des vrais problèmes de sécurité, quoi. Et ça, c'est assez honteux. Du coup, ouais, est-ce que c'est typique vraiment à nous? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont un peu dans ce délire-là? J'allais dire de détester les Américains, mais c'est les 3 quarts de la planète. Mais en tout cas, d'être un peu anti-libéraux, anti-cab anglo-saxon et vraiment anti-intervention du public dans le privé. Qu'est-ce qui prend la patate chaude? Comme ça, on conclut là-dessus, on parle des extrêmes, là. Parler du bouquin de Louise, là. Je pense que pour le coup, je sais pas s'il y a d'autres pays qui sont comme nous. Je pense qu'il y a une grande différence entre pays du Nord, plutôt libéraux, avec l'Allemagne aussi à l'Ouest, et nous, pays du Sud, plutôt latins, mais catholiques aussi. Ça, je pense que c'est important, de culture catholique en tout cas. Et donc avec un rapport à l'argent beaucoup plus, négatif que les libéraux qui sont de culture protestante, et donc avec ce lien avec le capitalisme qui a déjà été pas mal théorisé. Et nous, on a tendance effectivement à avoir ce côté État-providence, papa-maman, où l'État est merveilleux, où le service public c'est merveilleux, c'est que des saints, il n'y a jamais aucun scandale dans le public, c'est des gens qui font incroyablement bien leur boulot, qui sont là pour l'intérêt général. Et en face, on a les méchants capitalistes du privé qui ne sont là que pour leurs petits intérêts individuels. Et je pense qu'en France, on a une vraie vision manichéenne de ce truc qui fait que dès qu'on touche au privé, enfin, dès qu'il y a cette confrontation public-privé, le public c'est le bien, le privé c'est le mal. Et tout de suite, ça nous... Après, bon, est-ce qu'en France aussi, on n'a pas été tous... D'ailleurs, il y a un truc qui m'éclate, c'est qu'on appelle ça les affaires. Tu vois, typiquement, quand on parle de corruption et compagnie. Et ce mot-là est hyper intéressant parce que c'est comme si tu déculpabilisais un petit peu les types. Et t'appelles ça les affaires, comme si c'est vraiment des affaires, c'était assez courant. Bah, c'est la méthode Pasqua. Je sais pas si c'est la méthode Pasqua ou Seguin. Ouais, c'est en gros, tu fais justement, pour que les gens y comprennent de moins en moins, tu crées une affaire dans l'affaire, pour qu'au final, on comprend rien. C'est ce qui s'est passé pour Alstom, c'est ce qui s'est passé maintenant pour McKinsey, bon voilà quoi. Et est-ce qu'on n'a pas cette haine du privé justement parce qu'on a été déçus par nos politiques et qu'on sait qu'ils magouillent énormément quoi. Et là pour le coup je sais que c'est une spécificité française, on est vraiment des magouilleurs. Donc, c'est pas spécialement une spécificité française. En France, regarde en Italie, les Italiens c'est un truc de fou. On parle de, pardon à nos amis italiens, mais on parle de pays, je veux dire, d'adultes quoi, tu vois, de gens qui savent un peu ce qu'ils font, etc. quoi. Attends, tu leur as pas pardonné 2006, tout ça, c'est ça? Moi, je leur pardonne que dalle. Celui qui a insulté la sœur de Zizou, c'est comme s'il avait insulté ma tête. C'est insulter sa mère? Bon, je sais pas, mais le coup de boule mérité. Ouais, c'est vrai. On coupera ça peut-être ça. Non, jamais, on coupera pas ça, attends. Ah, moi, c'est simple, tout ce qu'a fait Zizou entre le moment où il est né et le moment où il partira, pour moi, c'est legit. Tu vois, j'espère qu'il sera pas impliqué dans des trucs un peu bizarres, mais... Absous de tout péché. Ah, mais c'est l'homme le plus aimé de notre pays. Mais du coup, par rapport à toutes ces critiques, ces polémiques, ces scandales, et c'est vrai qu'on en a entendu énormément pendant... Ça a duré quoi, 1 semaine et demie, du coup, cette espèce de tempête médiatique autour
de McKinsey. Juste avant le premier tour. Ouais. Mais du coup, est-ce que le gouvernement a mis des trucs en place justement pour calmer la foule haineuse avec Alors, mis des trucs en place, non, pour l'instant, il a seulement réagi à chaud, il me semblait. On a eu, de la part de notre cher président de la République, avec son tact qu'on connaît tant, il avait tout simplement répondu si ça pose problème, qu'ils aillent au pénal. Bon, voilà. Mais de l'autre côté, son porte-parole a essayé de tempérer un peu. Notre cher Gabriel Attal avait. Le pompier de service. C'est ça, ouais. méchant, quand même. Mais non, il est là parce que justement, il vient éteindre l'incendie, c'est tout. Oui, exact, exact. Très Tu pertinent. réduis donc son activité à ça? Bah, le C'est déjà porte-parole, beaucoup, hein. ouais. C'est toujours mieux que celle Quand t'es un qu'on président avait avant, pyromane, qui franchement, justement c'est- créait l'incendie. Qui nous disait que les masques ne servent à rien. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Elle Qui nous le créait portait l'incendie, si tu vois, alors que Gabriel Attal, il y a du mieux, tu vois. Non, moi je l'aimais beaucoup. Il tempère. Il tempère. Ouais. Et du coup, il avait tenté du coup de tempérer, parce que je suis pas certaine que ça ait marché. Ouais. Il avait posé sur table l'idée qu'il puisse y avoir création d'un cabinet interne à l'État. Ok. Donc, Bravo Maurice Thorez. pirouette. Ouais, petite pirouette, sans- pas forcément très fructueux. Mais bon, on verra ce que ça donnera. Il y a d'autres trucs à dire ou on passe aux extrêmes, au bouquin de Louise? Parce que j'ai très envie de parler de ce bouquin que je n'ai pas lu d'ailleurs, pardon. J'ai fait l'effort de l'acheter, moi. Mais est-ce que tu l'as lu? Oui, quand même. Sans déconner. Oui, on en avait parlé et tout, quand même. Enfin, minimum. On est vraiment les deux illettrés de l'émission, c'est un truc de fou. Et après on pleure quand nos mères disent non mais vous êtes les deux cons de l'émission, on regarde pour les petits seins, je fais ok, ça marche maman, merci. Donc après avoir discuté de ces gros cabs anglo-saxons, est-ce qu'on ne passerait pas donc au bouquin de Louise qui traite des extrêmes et surtout de la jeunesse face aux extrêmes. Donc on va se demander pourquoi est-ce que la jeunesse est de plus en plus séduite par donc, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, même si c'est relativement récent ce côté les extrêmes. Avant c'était vraiment l'extrême droite. Et Ouais. Là maintenant c'est les extrêmes, donc ça c'est hyper intéressant, mais je pense que ce sera pas vraiment l'objet de l'émission. Louise, t'es aussi connue sur le web sous le nom de Jezebel TV, et donc t'es élève avocate et tu t'intéresses, ça pète quand même. Hein. Grave. Ça, franchement ça c'est très pète. classe. Honnêtement ça pète. Honnêtement c'est pas mal. T'as vu qu'on prend des gens de plus en plus haut niveau dans l'émission. Ouais, hein. ouais. Vraiment. Faut qu'on se mette au niveau. Ah, Moi, pas du tout. j'ai fait 100 pompes avant de venir ce matin. Ah ouais. Je me suis dit, vas-y, mets-toi au niveau, Raph. Ah bah écoute, félicitations. Mais ça se voit que t'as pris un peu. Tu en vrai. trouves? Ouais, honnêtement ouais. Ah, c'est Pessard. C'est pour ça. Du coup, bon, sur ces blagues un peu graveleuses, un peu concon, Oui. on repasse du coup à la caution intellectuelle de l'émission avec Sam et tout ça. Putain, on est en minorité, nous les gueux, les beaux. Mais alors, c'est du pour coup- ça que le Johnny est ici d'ailleurs. Toujours. Il a Non, pas mais trop il bougé. bougera jamais. Il est vraiment bien entre vous quoi. Ouais, c'est vrai. Ipsam, est-ce que je te laisserai pas présenter le bouquin Très succinctement, Face oui. caméra, magnifique. Donc le livre de Louise, Madame Eliafi, Lettre à ma génération, la jeunesse face aux extrêmes, édition Observatoire, comme on a pu le dire précédemment dans l'émission. Alors, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ça se présente peut-être un peu comme un essai pamphlétaire, oui. Un peu comme... Il est Un un peu peu comme ça. au vitriol, hein, donc il a un petit Moi, en côté coulisses, complet. elle m'a clairement dit que c'était de la merde. hein. Ah non, c'est faux. Non, j'ai trouvé très pertinent sur bon nombre de points. je Alors trouve. vraiment, ça par c'est contre, que- zéro vanne. Moi en coulisses, elle m'a dit mais c'est absolument horrible, j'ai préféré Crépuscule. Je me suis dit waouh, le bouquin doit être affreux. Je fais ok. En gros, Le ce que rire j'avais... de la jeune. Mais non, vous me faites passer pour une personne que je suis pas. putain. Non, j'ai beaucoup apprécié le premier degré en plus, hein, pardon. C'est pas de la flatterie. Ce que j'avais beaucoup apprécié aussi et surtout, c'est la manière dont tu présentais les choses de manière très personnelle. C'est plaisant, mine de rien. Et aussi et surtout, c'est une sorte de lettre d'amour à moitié cachée de la liberté qu'on est en train de consommer nous-mêmes, en fait. Ça traite de plusieurs sujets, évidemment, de l'extrême gauche tant que de droite, d'une jeunesse désabusée, d'une jeunesse en dépression aussi, faut-il le rappeler, d'une jeunesse en perte d'idéal, visiblement, et c'est pour ça qu'elle se rue aux antipodes, et qu'on est disloqué, en fait. Je trouvais ça triste, et c'était un constat très sévère, certes, mais très pertinent. Voilà. Et est-ce que J'espère ne pas trop avoir est-ce que écorché. t'écris hein, des hein. avis sur Sens Critique ou pas Il m'arrivait parfois. On sent la fibre un peu Sens Critique. Donc ce bouquin parle un peu des jeunes, donc 18-35, qui sont assez dépolitisés. Et qui sont de plus en plus tentés donc, par les extrêmes. Là, on voit les deux grands partis, typiquement LR et les socialistes, qui ont fait des scores mais misérables, alors que les partis un petit peu aux extrêmes, eux, ont tendance à monter. Et quand tu regardes la sociologie des électeurs, tu vois que c'est très jeune, que ce soit à gauche comme à droite.
Et du coup, ces extrêmes-là ont tendance à séduire les jeunes, et c'est un peu ce dont tu traites dans le bouquin. De quel constat t'es parti, et comment est-ce que t'as été guidé dans l'écriture de ce bouquin? En fait, le premier constat que j'ai fait, c'est 2017, où, en regardant des chiffres par curiosité, je me rends compte que le premier parti des jeunes en 2017, c'est l'abstention déjà, à 45% à peu près, ce qui est à peu près ce qui s'est passé là au premier tour. C'est On est encore à énorme. peu près à 45%, ce qui est énorme. Surtout vu l'abstention de la jeunesse au régional, ils avaient même misé Ipsos, IFOP, etc. sur 56%. Là, finalement, c'était sur 46%. Et en fait, le constat que je fais, c'est qu'en 2017, il y a cette abstention, mais le premier parti de ceux qui votent, c'est Marine Le Pen. Okay. Elle est, en 2017, en gros, elle a fait 22-23% chez les jeunes qui ont voté. C'est énorme. C'est énorme. Et 2022, il y a un petit truc qui a changé, c'est que c'est plus la première, c'est Jean-Luc Mélenchon le premier. Jean-Luc Mélenchon, et d'ailleurs je pense que c'est lui qui a un tout petit peu réduit l'abstention des jeunes, qui à mon avis aurait dû être un petit peu plus élevé. Finalement, il a réussi à un peu mobiliser les jeunes, ce qui est quand même chose assez compliquée. Et il a fait un très bon score chez notamment les 18-24 ans. Je crois qu'il a fait un quart. Marine Le Pen, elle a fait un tiers, ce qui reste quand même assez énorme. Et Emmanuel Macron reste assez populaire. C'est le candidat, entre guillemets, modéré, qui fait un plutôt bon score chez les jeunes. Mais le premier parti, ça reste l'abstention, 45%. Donc je suis partie de ce constat-là pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils s'abstiennent et pourquoi est-ce qu'ils vont voter pour ces trucs-là. Ok. Voilà. Et est-ce que tu partages cette vision, et d'ailleurs question à porter un peu plus générale pour tous les chroniqueurs, est-ce que vous partagez cette vision d'un grand bloc populaire, donc très ancré à gauche, une sorte d'extrême centre néolibéral? Moi, je suis très très pessimiste et je pense qu'on a surtout un parti unique, un parti d'extrême centre. Wow, ok. Et à droite et à gauche, on a les extrêmes. C'est-à-dire, oui, t'as raison, on peut parler de tripartisme politique, mais pour moi, j'ai l'impression que le choix de la raison, c'est le parti unique. Et le choix plutôt punk révolutionnaire, ce sera à gauche donc Mélenchon et à droite Marine. Mais alors avant de poursuivre quand même assez conservateur mine de rien. Ouais, mais pour moi, mais il y a un petit côté anti-système c'est ça, en fait. chez les jeunes d'aller voter extrême droite. Et c'est tellement, surtout, là on va donner notre avis, pardon, mais c'est tellement faux surtout. Ouais, bien sûr. Il y a rien de plus réac que de voter. Oui. C'est tellement faux, c'est pas du tout punk, c'est pas du tout. Il y a une envie de changer un peu le système en place. Et alors c'est vrai que ça fait, il y a plus, c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'on vit dans une époque où justement être réac, c'est un peu le nouveau punk en fait. Mais oui, mais pourquoi, Raph? Pourquoi? Parce qu'on part on est la génération qui a suivi les 68 heures en fait. Bien sûr. Et puis surtout, t'as pas l'impression qu'il y a cette espèce de exemple. Après les temps sombres, on s'est vraiment tous mis d'accord autour d'une sorte de récit républicain qui historiquement est assez faux, faut dire ce qui est, mais qui globalement reconstituait un vrai commun. Donc c'est le récit autour de De Gaulle et compagnie. Et cet aspect punk, coré, le Rassemblement national, c'est un peu le côté peut-être disruptif. Eux remettent un peu en doute ce récit-là, ils disent des trucs qu'on n'avait plus le droit de dire, qu'on n'avait plus entendu depuis un moment. Et c'est vrai que dans un cadre où tu as des hommes politiques, et en tout cas tu as un discours totalement aseptisé, je peux comprendre que ça puisse séduire, quoi, tu vois. Bah oui, absolument. En fait, t'as pas de récit en face. Pour moi, c'est même ça. C'est même pas « Ah, les Républicains nous ont menti ». Les Républicains sont aux abonnés absents, quoi. Là, on demande à des jeunes, pas qu'à des jeunes, mais de faire un barrage républicain. Ok, ils savent même plus ce que c'est, les principes républicains. Sûr. Personne leur a transmis, en fait. Tu demandes à n'importe quel jeune, aujourd'hui, parle-moi de la laïcité, explique-moi ce que c'est que l'indivisibilité de la nation, mais un jeune de 20 ans, il a un foutu de te le dire, à moins d'être en L1 de surtout qu'il y a eu une Mais... grosse défaite au niveau du PS, par exemple, et des LR. Non, mais pour moi, c'est devenu des sortes de machines à gouverner, mais au niveau de la doctrine, ils ne produisaient plus rien. Et c'est un petit peu comme, typiquement, Georges Marchais. Ouais. Ce mec-là, c'est un petit peu ce qu'il a perdu. C'est-à-dire de rester très réac avec une jeunesse saine, attention, non, pas de pétard, pas d'homosexualité et compagnie. Et ce mec-là a été très fermé aux luttes qui commençaient à émerger à son époque. C'est ce qui a fait que, déjà maintenant il est perçu comme un réac, mais c'est aussi ce qui a fait que ce mec a été... je sais pas si c'est vraiment de sa faute ou c'est plus Mitterrand qui lui a vraiment damé le pion, parce que Mitterrand a éclaté le Parti communiste, vraiment. Mais oui, je pense qu'une des raisons pour laquelle on pourrait expliquer l'érosion de Georges Marchais, entre guillemets, oui, je pense que c'est surtout le côté je refuse d'avancer avec mon temps, quoi. Ouais. Mais plus fondamentalement, pour vous, c'est quoi les extrêmes, dans le sens où, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est relativement récent qu'on dise les extrêmes.
Avant, on disait vraiment l'extrême Bah, droite. c'est vrai que c'est très intéressant justement parce que dans ton bouquin, visiblement, ce que tu as fait, c'est que tu as mis sur un pied d'égalité Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et ça, c'est pas une rhétorique qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias. Et ça, c'est très intéressant parce que ils ont tous les deux. Alors, bon, évidemment, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels ils sont en dissonance, mais il y a quand même un certain tronc commun entre guillemets. Tu trouves Oui. Le côté anti-système, déjà, ça c'est important de le préciser. Après, tous les partis se revendiquent anti-système. Pas vraiment. Parce À part que, celui d'Emmanuel Macron, quoi. Mais, en soi, quand Ah tu... non, il a demandé à se réinventer au prochain quinquennat. Comment tu peux être anti-système quand tu appelles à voter pour le système? Par exemple, tu vois, Jadot, Roussel, ils étaient bien sympathiques pendant le premier tour, tout ça, et ils avaient des idées, ils avaient des vraies valeurs, etc. Et je comprends pas comment tu peux te revendre. Tu vois, eux, pour le coup, c'est pas des partis révolutionnaires. un petit peu quand même, parce qu'ils proposaient, en tout cas, bon, qu'on soit d'accord ou non, mais par exemple, Jadot, que je porte pas dans mon cœur, pour moi, c'est un Macron biodégradable. Mais, quand tu prends Jadot, il avait quand même une sorte de programme de rupture, entre guillemets, au niveau de l'écologie, tu vois. Mais tu te rends compte que c'est de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin, Évidemment, comme disait l'autre, parce que évidemment, justement, il appelle justement derrière à voter pour le mec contre lequel il était en désaccord. Donc c'est un peu, les gens comprennent maintenant que c'est des révolutionnaires d'opérette, quoi. Ouais. Mais par exemple, autant Marine Le Pen, je comprends. Et le RN, globalement, je comprends pourquoi ce n'est pas un parti qui est républicain, pourquoi c'est un parti qui est extrême. Là, je comprends, je veux dire, bon, t'as fait un peu de consti, tu comprends pourquoi. Mais, pour moi, Mélenchon, c'est un vieux SOCDEM, c'est un programme PS++, donc je comprends pas. C'est pas Mélenchon le problème, c'est ceux qui l'entourent. Ouais, tu penses que c'est quoi le fait que la FI soit parasitée par... Oui, parce que en soi, Mélenchon, alors moi j'aime pas Mélenchon. Ouais. Parce droit, que non, je sais, encore, mais on a encore le droit. Non, fais gaffe, parce qu'en 2032, je vais revenir avec le pantalon Jospin. Il a eu quelques remarques et quelques réflexions qui m'ont un peu dégoûté du personnage, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est pas vraiment lui qui me fait peur entre guillemets, c'est les gens qui noyautent autour de lui, c'est les décolonialistes, c'est ça. C'est le parti des indigènes de la République, c'est toute cette sphère là un peu qui est vraiment pour le coup extrémiste et qui est très dangereuse. Et non content il s'en distingue pas en fait. Et limite il va pour reprendre leur thèse par subtil passage. Des fois, il reprend un peu il veut s'accaparer une partie de l'électorat. Et tu veux que je te dise un truc? Il y a un exemple qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est que les deux, Mélenchon et Marine Le Pen, sont conscients pour dire que la société change de manière drastique. Ouais. Marine Le Pen appelle ça le grand remplacement. Bien sûr. Mélenchon appelle ça la créolisation. C'est la même chose en fait. Ouais. C'est littéralement la même chose. Non, c'est pas la même chose parce qu'il y a un aspect, tu vois ce que je veux dire, profondément moral dans l'un et l'autre, qui peut être positif comme négatif. Le seul point sur lequel ça se distingue, c'est que justement, pour Marine Le Pen, ce bouleversement démographique est une très mauvaise chose. Ouais. Pour Mélenchon, il faut l'accepter, il faut tendre vers ça. Et alors, c'est pour ça qu'il y a un tronc commun, tu vois. Les deux, ils ont le même constat, mais ils font pas le même diagnostic derrière. Je comprends. D'ailleurs, à ce sujet, très rapidement, il me semble que c'est le bouquin d'Adrien Matou, un journaliste. De Marianne, un super mec. J'aime bien ce mec. Moi aussi, j'adore ce mec. Exactement, oui. Qui en parlait très très bien de Mélenchon post-2017, en fait, et de comment il a pu trahir certains des idéaux auxquels il tenait auparavant. Enfin, je me souviens quand même en 2015, après Charlie, il était là. C'était une vraie personne de gauche en fait à ce moment-là, tu vois. Et puis aujourd'hui, c'était en 2019, il me semblait, quand il allait défiler avec certains islamistes, tu vois. Le retournement de veste est quand même assez. C'est pour ça, tu vois, qu'il y a le discours, pas d'adieu, mais le discours post-second tour où il dit faites mieux, merci. Ouais. J'ai trouvé ça pas mal. C'était pas mal, mais pour moi, il aurait dû s'arrêter au discours qu'il avait fait bien avant. Je me souviens plus quand c'était, mais je crois que c'était à l'époque du Front de gauche, où il disait, il cite Trotsky, tu vois, mais ça reste un homme de gauche. Bien sûr, mais il dit, on aimerait voir la suite, tu vois. Ouais. Et pour moi, il aurait dû... Un 995, la suite, tout ça, ouais. Ouais, il est pote avec Nekfeu. Mais alors, tu parles de Trotsky, ça me fait rebondir sur un truc dont je parle pas mal dans mon bouquin, c'est pourquoi est-ce que selon moi c'est des extrêmes? Parce qu'ils ont pas complètement, que ce soit Mélenchon ou Le Pen, ou Zemmour aussi, ils ont pas complètement rompu ce lien idéologique avec des extrêmes d'antan, en fait. Alors, je vais pas dire que Mélenchon c'est Staline, je vais pas dire que Marine Le Pen c'est Hitler, on va pas les réduire à ça, mais il y a quand même des petites références. Et typiquement, moi je trouve ça hyper problématique. En France, tu vas pas voir Marine Le Pen citer Hitler,
elle pourrait, parce que bon, il y a quand même des trucs. Non mais clairement, enfin. C'est limite, non, mais t'as raison de le dire, oui. Dans son entourage, il y a le GUD, etc. Il y a quand même des liens quand même assez forts. Mais, ça a été cartographié si d'ailleurs, elle fait la ça, nébuleuse autour du. Mais si elle fait ça, elle va se prendre à raison un truc, une polémique pas possible. Je trouve ça anormal qu'un Mélenchon puisse citer comme il veut Trotsky, qui est quand même le plus grand inspirateur des camps nazis. Enfin, il faut quand même, les soviétiques l'avaient fait avant. Donc en fait, il y a des liens idéologiques qui sont pas complètement rompus. En plus, du côté de la gauche, il y a une forme de négationnisme de gauche, de non, les 100 millions de morts, c'est pas du tout nous. On est resté silencieux là-dessus pendant hyper longtemps, c'est pas ça le vrai communisme. Mais c'est pas ça le vrai communisme, voilà, le vrai discours d'un négationnisme de gauche. Après, il y a certains mecs de gauche qui se revendiquent un petit peu plus de l'époque, tu sais, quand il y a eu la scission, il y a eu la SFIO, la vieille maison et compagnie. Je pense que ces mecs-là, on peut pas trop leur en tenir rigueur de ces références. Et puis au-delà de ça. Mais c'est des gens qui sont de bonne foi. Bien sûr. C'est des gens qui sont de bonne foi. Mais t'as des liens idéologiques qui me dérangent quand même. Tu vois, quand t'as un Mélenchon qui, en plus, effectivement, c'est ce que Raph disait, qui va s'allier aux indigénistes, qui fait des compromissions avec l'islamisme. Devenu butin de guerre d'ailleurs, d'après eux. Voilà, devenu butin de guerre. Cette phrase est incroyable. Après, c'est quoi? C'est qui a dit ça? C'est Boutelja. En même temps, avec le nombre de conneries qu'elle dit, je pense qu'on peut pas. Mais bref, ce que je veux dire par là. Bon, on va arrêter de parler de Jean-Luc parce que je vais pleurer. Mais si on recentre un petit peu sur les jeunes, est-ce que vous pensez pas, et je vais peut-être poser la question à Samuel qui ne parle pas beaucoup depuis tout à l'heure. C'est normal, c'est sa première. Vous êtes tellement bon. Ouais, j'avoue, c'est un métier quand même. Est-ce que vous pensez pas que les jeunes, bon c'est horrible ce que je veux dire, pardon mes loulous, je suis un youtubeur un peu, youtubeur 15-18. Ah, mais toute beauté, vous êtes complètement débile. Exactement. Et est-ce que tu penses pas, Sam, que ce côté référence un peu d'antan, parce que bon, quand tu fais une espèce de photo des syndicats étudiants avant et des syndicats étudiants maintenant, il y a un gouffre intellectuel, c'est un vrai gouffre, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que tu as quand même pas mal de types dans des syndicats étudiants, notamment, mais pas que, qui sont vraiment, comment dire, traversés par certains affects. Qui eux-mêmes trouvent naissance dans une romantisation de certaines figures. Exemple, les t-shirts avec... comment il s'appelle? Che Guevara, ou d'autres avec Trotsky avec ses petites lunettes. Moi, ce qui me fume, c'est quand je vois des mecs militants LGBT qui ont des t-shirts Che Guevara. Alors que c'est... Non mais ça, c'est un truc de fou. Donc est-ce que cette espèce de nouveau militantisme... Les homosexuels étaient emprisonnés à Cuba. C'est un truc un peu de façade parce que c'est hype sur les réseaux. Ouais. Non mais en tout cas, il y a un truc avec lequel je suis d'accord que tu soulignes en creux, c'est le fait, au fur et à mesure, ces mouvements étudiants plutôt extrêmes, en tout cas extrêmes par rapport au consensus politique et médiatique, la perte d'intellectualisme au fur et à mesure des années. Moi, quand on voit les images de mai 68, ou en tout cas, je sais pas si on le romantise depuis, mais en tout cas, on imagine les étudiants avec des bouquins sous la main, qui lisent Marx. C'est exactement ça. Comme dans le dernier film, comment s'appelle-t-il Lina Coudry avec Timothée Chalamet. Est-ce que vous l'avez vu Oui, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Elle joue le rôle d'une étudiante révolutionnaire. C'est pas le film de Wes Anderson? Oui, c'est Wes Anderson. J'ai adoré ce film. C'est le réalisateur que je cherchais. Et voilà, c'était inspiré par des intellectuels. On pense ce qu'on cite, je sais pas si tous les avez lus, mais bon, il y a Foucault, Bourdieu, Derrida, tous ces mecs-là, ils sont revendiqués, etc. Là, j'ai l'impression, quand on voit les étudiants, par exemple, entre les deux tours qui ont manifesté à la Sorbonne pour le ni Macron ni Le Pen, j'ai l'impression que vraiment leur source d'inspiration, mais peut-être je caricature. Angèle et Ariana Camara. Et voilà, j'adore ces artistes sauf Angèle. Ils sont sur Instagram, ils suivent les pages décolonisons-nous, nous toutes, etc. C'est des 2-3 slides avec racisme systémique, des mots-clés, machin, et ils sont limite fiers de ne pas être intellectuels, leur matrice intellectuelle, c'est par exemple le retour du fascisme, c'est ils plaquent l'extrême droite fascisme, et si le fascisme revient, ce sera forcément... Ils traitent Macron de facho aussi, alors que Macron a énormément de choses à lui reprocher, mais certainement pas, et moi aussi, fondamentalement. Et je pense que ça c'est assez dingue, et c'est ça qui rend le truc plus dur à débunker entre guillemets, puisque il n'y a pas de vraie réflexion idéologique derrière. Exactement. Donc c'est dur de leur opposer. Mais je veux qu'on en reparle de cette manif ni Macron ni Le Pen parce que j'y suis allé et j'ai trouvé que c'était incroyable. Je vous raconterai après, mais je vous raconterai après ça. C'est intéressant ce que dit Sam sur le fait qu'ils sont plus très intellectuels parce qu'il y a une disparition aussi, il y a une censure des intellectuels d'avant. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans le féminisme, tu disais nous toutes.
Moi, j'en peux plus de ces meufs qui disent qu'il faut plus lire Badinter et Simone de Beauvoir parce que c'était des énormes fachos. Faut arrêter. On va pas passer de Badinter à Alice Coffin, en fait. Juste intellectuellement, en fait, non, ça ne se vaut pas. Enfin, objectivement, ça ne se vaut pas. Donc ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est un mix de... Enfin, ce que je disais juste avant, cette absence de récit. Il y a un vide, mais qui est comblé aussi par des gens qui sont hyper paresseux intellectuellement. Mais ça, c'est pas que notre génération. Je pense que c'est un peu toute la société qui l'est devenue. Quand on leur répond, justement, faut pas tomber dans le même travers. Parce que souvent, ce que font les centristes, selon moi, c'est de se dire... Vous êtes des extrêmes, donc vous avez tort. On remplace une position sur le spectre idéologique par un mal en soi. Ce qui est complètement idiot, parce que par exemple, point Godwin, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les gaullistes étaient des marginaux selon le consensus du débat public à l'époque. Donc si on fait ça, si on décide que les extrêmes, parce que c'est des extrêmes, disent n'importe quoi, on condamne à être toujours derrière le consensus politique quel qu'il soit. Aujourd'hui, il y a Macron, peut-être qu'on est content. Demain, qu'est-ce que ce sera ? Donc faut sortir de même utiliser le mot extrême. Moi, je suis pas forcément fan. Et il faut leur opposer des arguments. Marine Le Pen, concrètement, et d'ailleurs, juste un truc, d'ailleurs, pendant le débat du second tour, Macron, vers la fin, il a eu l'intelligence pour moi de dire voilà, à Marine Le Pen, je respecte ce que vous dites et je respecte pas vos idées, mais en gros, genre, je vous respecte en tant que parti, tu vois. Ouais. Alors ça, pour moi, c'est une vraie démarcation par rapport à ce qui s'est passé avant. Parce qu'avant, vraiment, l'extrême droite, c'était sous le tapis, on n'en parle pas, c'est des fachos, je débat pas avec eux, par exemple de Chirac. Sauf que là, ça fait partie intégrante du schéma politique actuel, en fait. Et il faut les considérer. Et en fait, je te rejoins sur un truc, c'est que moi, je suis pour qu'on diabolise une idéologie quand elle est véritablement néfaste. Moi, j'ai aucun souci avec ça, je l'assume. En revanche, il faut pas confondre diabolisation d'une idéologie et diabolisation d'un électorat. Et pour avoir quand même rencontré, parce que je l'ai pas précisé, mais j'ai rencontré pas mal de jeunes qui ont voté du coup extrême droite, certains Zemmour, certains Le Pen, qui vont probablement aller voter Le Pen au deuxième tour. C'est pas véritablement des gros racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, etc. quoi. Non, c'est des gens, c'est des jeunes qui galèrent, c'est des jeunes qui ont des idées aussi, qui sont pas complètement bêtes, qui voilà. Donc il faut pas confondre diabolisation d'une idéologie et de son électorat, je pense. Moi, j'ai pas voté Le Pen, mais concrètement... Ça commence bien. Non mais... Alors vraiment, les Arabes, les Noirs, tout ça... Non mais... je pense qu'elle dit n'importe quoi sur un tas de sujets et qu'il y a plein d'idées à lui opposer, etc. Mais par exemple, quelles sont ses opinions fascistes ? Elle est contre l'immigration, elle veut expulser les délinquants étrangers, excusez-moi, je vais les pieds dans le plat. Et sur l'économie, elle est assez keynésienne, elle propose la retraite tôt, des baisses d'impôts. Son programme économique, franchement, moi j'aime pas particulièrement, mais ça aurait pu être le programme de Hollande en 2012. Il n'y a pas des trucs forcément plus aberrants que la taxe à 75%, etc. Et oui, sur le régalien, elle propose des choses assez extrême à l'échelle du spectre politique français, mais c'est pas Pétain et c'est même pas Jean-Marie Le Pen, ça n'a rien à voir. Elle s'est vraiment affranchie en tout cas à lire son programme de l'héritage idéologique de son père. Mais après, ce qui est vrai par contre, c'est comme pour Mélenchon, son entourage est assez effrayant. Voilà, et c'est quand même les gens, parce qu'on voit toujours que le candidat, parce qu'on a cette élection de la 5e République qui met vraiment un seul candidat, qui centre tout autour d'un seul candidat, mais il faut penser aussi que si cette personne est élue, au même titre que Emmanuel Macron, il faut penser à tous les postes clés qui vont être donnés à des gens beaucoup plus dangereux qu'eux, en fait. Enfin, en l'occurrence, qu'elle. Et elle peut mettre quelqu'un, j'en sais rien, vous imaginez si elle met à l'intérieur un ancien du GUD ? Je dis n'importe quoi, mais c'est pas très très... Ouais, mais exactement, dans toute l'administration, en fait. Et ça, c'est parce que son entourage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, là, ça a été rappelé ces derniers jours, mais je trouve même un peu trop tard, elle a un entourage qui, lui, n'a pas du tout édulcoré son discours ni son idéologie. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui est vachement inquiétant. Et après, il y a un autre truc, c'est que tu parles de son programme sur l'immigration, où tout le monde l'attaque là-dessus, oui, c'est une fasciste, etc. Moi, c'est même pas sur ce programme sur l'immigration qu'elle en l'occurrence, je suis très en désaccord avec ça, mais pour moi, le grand argument contre l'extrême droite, c'est pas de dire, ouais, vous êtes des fachos, xénophobes, etc. Du coup, buzzer inverseur. Attends, mais laisse la finir. Attends, non. Je viens juste finir. Mais on est quoi ? On est sur France Culture, là. C'est insupportable. Je viens juste finir. Allez, vas-y, c'est bon. C'est un truc que je développe dans mon livre, c'est que pour moi, le grand argument contre l'extrême droite, c'est pas de dire notamment aux jeunes « vous êtes raciste, n'allez pas voter Le Pen, ce serait un vote raciste ». C'est plutôt de leur dire « faites gaffe, parce que là, vous allez pas seulement, entre guillemets, voter contre les migrants »,
Ça, ils vont vous dire, ouais, bah, c'est pour ça que je vote pour elle, quoi. Mais c'est de leur dire, les gars, vous allez même voter contre vous-même, parce que cette personne, en l'occurrence, elle va limiter, je prends le modèle d'Orban qui est son grand modèle, elle va limiter liberté d'expression, liberté de la presse, elle va contourner les institutions pour faire ses référendums avec l'article 11, pour faire entrer sa préférence nationale dans la Constitution. C'est plutôt, même si t'es un bon petit français, entre guillemets, de souche, mais tes libertés aussi, en fait, on va leur porter atteinte. Et pour moi, c'est ça, en fait, le grand argument contre l'extrême droite. Et qui fait que c'est l'extrême aussi. Pour recentrer un petit peu, c'était en réponse En réponse, ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis, et je pense qu'il y a aussi un truc, j'occupe le rôle de droitard de plateau, c'est qu'il faut aussi... Il faut aussi dénoncer, je pense, l'extrême centrisme. Je rebondis sur ton truc sur la liberté d'expression. Exact. Moi, je trouve que dans le macronisme, il y a quand même des pulsions autoritaires qu'il faut dénoncer. Par exemple, il y a un truc que moi je trouve effrayant qui propose, c'est la suppression du pseudonymat sur les réseaux sociaux. C'est terrible. Qui, selon moi, est une mesure extrémiste. C'est proposé par quelqu'un qui, sur le spectre politique, est au centre, mais selon moi, cette mesure est une mesure extrémiste. Parce que concrètement, il y a deux choses. Il y a la liberté d'expression théorique garantie par la loi, mais il y a aussi la liberté d'expression effective. Et on sait très bien que les gens qui ont des carrières, etc., ne peuvent pas tenir les propos qu'ils aimeraient tenir parce que sinon leur carrière est menacée, sinon ils ont des menaces, etc., que ce soit des gens de gauche, des gens de droite. Donc des lois comme ça vont vraiment raccourcir le spectre des idées exprimées, et c'est assez terrifiant pour la liberté d'expression effective si on y est attaché. Et il y a plein d'autres mesures, par exemple assez extrémistes qui proposent. Par exemple, je sais pas si vous avez vu, il propose de faire un fichier avec le nom de tous les Français accusés d'agression sexuelle, mais accusés seulement, pas condamnés. Donc ça veut dire une simple accusation finira. Donc bon, pourquoi pas, mais en tout cas, si on est attaché à l'état de droit, c'est quand même assez problématique. Et je pense que si Marine Le Pen avait proposé ça, les gens auraient poussé des cris. Donc encore une fois, moi je suis tout à fait pour dénoncer l'extrémisme, mais il faut se placer sur le plan des idées et les dénoncer. Et pas des partis, Après, peu importe d'où elles viennent, et il faut les dénoncer aussi quand elles viennent de la part d'Emmanuel Macron pour être crédible. Et voilà, moi il y a cette pulsion autoritaire, et elle est d'autant plus dangereuse en fait quand on y pense, quand elle vient du centre, parce que les contre-pouvoirs ne sont pas audibles. L'opposition n'est pas audible. On dit non, mais de toute façon c'est Marine, c'est Mélenchon. Voilà. Mais c'est pas audible. Quelque part, est-ce que c'est pas également parce que cette 5ème République répond plus vraiment aux attentes de la jeunesse, bon, d'une part, d'autre part parce qu'elle est passablement dangereuse, t'en parlais très bien il y a quelques minutes. Effectivement, la 5ème République est conçue de façon à ce que si une personne qui n'est pas un ou une démocrate arrive au pouvoir, ça peut être absolument terrible. Mais surtout, au-delà de ça, est-ce que cette, l'émergence de cette génération-là fait pas aussi limite suite au fait qu'on a très mal raté limite la transition sur les réseaux, autre média de diffusion, du récit républicain. On n'est plus capable d'expliquer aux gamins ce que c'est la laïcité, ce que c'est la République et compagnie, sans passer pour des vieux cons. D'ailleurs, c'est très très intéressant parce que justement, donc je vous disais, j'avais été à la manif la dernière fois, ni Marine ni Macron. Et c'était tu sais, une manif basique gauchiste qui part de République qui part de boulevard de Nation pour arriver jusqu'à République. Et moi j'ai parlé donc avec des gens là-bas, et j'ai vraiment été choqué, que ce soit surtout des jeunes, mais aussi des vieux, faut pas croire, enfin des plus âgés, faut pas croire. J'ai surtout été frappé par pas leur manque de connaissances, mais en fait leur côté leur absence de culture politique. Et pourtant, moi, je suis pas du tout le haut du panier. Vraiment pas. Je me considère pas du tout comme un mec érudit ou quoi que ce soit, mais j'ai pourtant été choqué par leur réponse. Parce que, déjà, voilà, il y a un mec, il me tend son sort de manifeste machin, et je vois qu'il est communiste parce qu'il avait le pins PCF, la fossile, marteau, machin chouette. Je crois qu'il en avait une, tu sais, derrière l'oreille, mais j'ai pas fait gaffe. Et tu sais, il avait un chapeau, un Gavroche. Tu sais ce que c'est, le chapeau de Gavroche? Tu sais que là, t'es sur du communiste pur c'est le truc du chanteur de la CDC, là. Espèce de casquette plate grise. Oui, exactement. Et donc, je commence à parler avec lui. Il dit, ouais, faut faire barrage à Marine, faut faire barrage à Marine, faut voter Macron. Je fais, monsieur, vous êtes communiste? Je savais que la réponse était oui, à cause du Gavroche. Mais je lui pose la question quand même, et il me dit, ouais, je suis communiste et tout, machin. Je fais, mais ça vous fait quoi, monsieur, d'appeler à voter pour quelqu'un, bon, déjà pour un banquier, mine de rien, c'est important, parce que il y a une personne qui porte les idées déjà, tu vois. Alors, ok, il faut pas se baser uniquement sur son statut pour le juger ou quoi que ce soit, mais c'est important, c'est un détail important. Donc, qu'est-ce que ça vous fait, monsieur, de voter pour un banquier, d'une part, qui va revenir sur tous les acquis sociaux pour lesquels vos ancêtres idéologiques ont lutté pendant très très longtemps. Par exemple, les retraites, la sécu, peut-être même les congés payés. On sait pas vraiment ce qu'il va faire. Après, il y a le côté choisi ton adversaire aussi. On est d'accord là-dessus. Mais moi, ce que je pense, c'est que à partir du moment où, sauf s'il ressort les chars, mais
Pardon. Ouais, je sais pas. Tu ne peux pas mettre autant d'entrain à Ouais. appeler à voter pour quelqu'un qui est totalement l'antithèse de ce que tu es et de ce que tu portes. Oui, mais c'est après, pas frérot, possible. t'étais Ouais, t'étais mais- dans le 11e, je veux dire, c'est quelqu'un Non. qui a peut-être Ouais. une vision, non mais c'est horrible à dire, mais une vision de la politique très techno et qui est peut-être pas très concerné, quoi, tu vois. Le frérot est communiste, sauf quand il rentre dans son 85 mètres carrés Oberkampf Ouais. avec moulure, quoi, tu vois. Oui. Ah, c'est Donc, possible, ouais. c'est C'est aussi possible, ouais. probable. Mais pour Mais- recentrer sur mais- ces mais- jeunes-là, mais- t'as mais- pas l'impression que c'est, comment dire, qui se battent presque pour des intérêts qui, un, ne sont Non. pas les leurs, Alors, et deux, suivent des doctrines qui, les, je sais pas, sont absolument les jeunes bêtes, sont, quoi, les dans le jeunes fond. sont, alors peut-être que c'est totalement caricatural ce que je veux Ouais. dire, mais j'ai vraiment cette impression-là que les jeunes savent de la politique tout ce que Cyril Hanouna veut bien leur montrer. Mhm. Et j'ai vraiment l'impression que leur référence à droite, bah c'est Tanguy David. Non mais vraiment, je te jure, c'est vrai, je suis très sérieux, j'ai peur de ça. Juste, mais Non, mais attends. le nom de quelqu'un d'autre, parce que lui, c'est J'ai le procès. vu, j'ai été invité à un truc où il y avait Tanguy David, tu vois. Ouais. Et je voyais Tanguy David et de loin je le voyais parce que je reconnais son gros crâne, je l'adore, hein, mais je reconnais son gros crâne de loin. Le Et procès. enfin j'adore, je le trouve marrant. Et il y a énormément de gens, mais on peut pas savoir leur parti politique à ces gens-là, tu vois. Ouais. Énormément de gens qui allaient pour prendre des photos avec lui. Et des selfies et tout. Et je me disais, mais c'est pas possible, genre, ce mec ne représente rien de Bah personne. après, c'est les gosses de C'est les 18 ans. influenceurs. Attends, Voilà, attends. ouais. Je vais parler à une fille et je lui dis, tu sais qui c'est ce mec? Elle me dit, ouais, c'est le mec qui passe chez Hanouna. Et je fais, mais tu sais à peu près qui c'est, quelles idées il porte, parce que c'est quand même un mec d'extrême droite, tu vois. Et elle me dit, non, mais il est passé chez Hanouna et je l'ai trouvé marrant. Tu vois, c'est ça pour eux la politique, Et c'est du spectacle. Voilà, on est passé de l'infotainment à tainment tout court, tu vois. Et ça me fait peur en fait. Alors, autre angle. Ouais. Est-ce que, parce qu'il faut aussi savoir se remettre en question, tu vois, c'est ça être un homme de gauche, tout ça. Mhm. Est-ce que c'est pas nous qui sommes devenus des vieux cons Sûrement, et- absolument, mais totalement. Tu vois, peut-être que cette jeunesse-là, elle est à l'avant-garde de nouvelles luttes et compagnie. Mais est-ce que j'ai l'air d'y croire? Mais moi, Mais, je pense franchement que je m'estime largué sur certains sujets. Je Féminisme, écologie et compagnie. Non, parce que ça, pour le coup, moi j'ai lu Simone de Beauvoir et je sais ce que c'est que le vrai féminisme. Et pour moi, Ouais. placer une femme à un poste uniquement parce qu'elle est une femme, c'est pas du féminisme. Merci. Après, on peut en Merci. discuter, machin, mais c'est pas le sujet vraiment. Le truc, c'est que moi je sais que je suis largué sur plein d'aspects et c'est pour ça que peut-être que je caricature énormément quand je dis que les jeunes, en tout cas les jeunes auxquels j'ai parlé, sont un peu à côté de la plaque. Ouais. Mais je sais pas, peut-être que c'est moi qui le suis aussi, hein, j'en sais rien. Mais juste sur le Ah, féminisme, j'adore. Là, Samuel, il a parlé 3 fois. Samuel, un scalpel. je- Chaque fois qu'il parle, sur vraiment, le c'est... féminisme, parce que désolé, hein, j'ai encore une fois, quand je Vas-y, prends le vas-y. plateau, vous dites merci quand il dit placer une femme parce que c'est une femme, c'est pas le féminisme. Moi, je suis d'accord avec ça. On pense mais- qu'on pense de la discrimination positive, Non. mais c'est pas comme ça que je perçois les choses Parce personnellement. que par exemple, la parité au gouvernement, moi je trouve que c'est ridicule parce qu'effectivement, s'il y a plus de femmes compétentes qu'on prenne plus de femmes compétentes, le gouvernement c'est important, plus d'hommes compétents, plus d'hommes compétents. Et je trouve que par exemple, là, il y a une loi qui est passée complètement inaperçue pendant le quinquennat Macron, que moi je trouve une loi assez autoritaire et assez effrayante, c'est que les entreprises à partir de 2027 devront avoir 40% de femmes Dans les CA, dans les cadres dirigeants. Et donc ça institutionnalise une discrimination positive monstrueuse, ce qui est pas bien pour les hommes, mais pas bien pour les femmes non plus, parce qu'il y a une forme de condescendance qui va Oui. s'installer dans toutes les Ouais. entreprises. Certaines femmes promues vont être perçues comme étant là juste parce que c'est des femmes, alors que pas du tout, beaucoup vont mériter leur poste, etc. Donc encore une fois, ces idées, moi, il faut les dénoncer, peu importe d'où elles viennent, et même quand elles viennent du macronisme. Et je pense que le risque en se plaçant sur le trop, je me répète un peu, hein, mais sur le spectre de l'échiquier politique, c'est qu'on oublie de dénoncer les pulsions autoritaires et négatives quand elles viennent du pouvoir en place, parce que la personne qui les Bien sûr. dit et qui les Exclusivement aux dénonce se extrêmes. revendique comme Et puis raisonnable. surtout, moi qui le vis, puisque j'ai été obligé d'inviter 2 femmes sur le plateau, j'ai rencontré des mecs bien balèzes, bien, tu vois, virils. Je me dis, c'est chiant, quoi. Enfin, c'est insupportable. La qualité du débat s'en ressent. Enfin, c'est absolument horrible. Et je peux C'est dire celle un qui a écrit truc un aussi. livre, mais ok quoi. Mais ok. Sur Bon, un livre. sur un autre sujet, je voulais, J'en pense ça, je voulais dire, j'étais pas d'accord avec toi quand tu disais le communiste qui appelait à voter Macron. Tu trouvais ça ridicule parce que Macron est banquier, etc. Et je trouve que c'est pas que pour ça. non, mais pas que pour ça, parce que c'est contre ses idées. Et je trouve que beaucoup de gens font des procès à certains électeurs parce que ces électeurs-là ne hiérarchisent pas les sujets comme eux les hiérarchisent. Ouais. Par exemple, je vois beaucoup d'éditos de la part d'éditorialistes, de chroniqueurs, d'intellectuels pour dire vous pouvez pas voter pour tel et tel candidat parce que ce candidat-là est plutôt pro-Poutine. Et moi, moi personnellement, je suis d'accord avec eux sur le fond. C'est très problématique d'être pro-Poutine. Mais Est-ce que ça passe avant le fait de pouvoir se nourrir convenablement exactement. et compagnie, Pour la bien sûr. plupart des Français, Bien sûr. les relations internationales n'a que très peu Bien d'influence sûr. sur leur vie. Quel poids tu accordes à la crédibilité de quelqu'un qui manifeste contre Macron depuis 6 mois
qui appelle à voter Macron et qui remanifestera contre Macron dans 6 mois. Moi, je sais très bien que tu dois hiérarchiser, mais à partir du moment où il faut rester cohérent et crédible avec ce que toi tu es. Exemple, tu vas à un buffet, d'accord ? T'es invité à un resto. Il y a soit du porc, soit des crevettes. Moi, je suis juif, je peux manger aucun des deux. Je vais pas bouffer quelque chose parce que mes ancêtres se sont battus pour que j'ai le droit de manger. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Moi, je considère que... Attends. Ouais, l'analogie. C'est incroyable. Mais bien sûr, mais c'est un argument que je trouve... Ce sophisme vient de me plaquer contre le mur. Attends. Je considère que tu n'as pas... C'est un droit de vote, c'est pas un devoir de vote. L'abstention, c'est un vote, c'est un choix politique et on ne peut pas diaboliser ce choix-là. Ok, mais Raph, si tu meurs de faim, tu manges quoi, le porc ou les crevettes ? C'est exactement ce que j'allais dire. Alors, ok. Honnêtement, je préfère crever de faim avec ma conscience. Arrête, frérot. Je préfère crever de faim. Je suis très sérieux. Ah ouais, en béton. bien sûr. T'es religieux à ce point. Non. Mais là, c'est juste que j'ai vécu toute ma vie en bouffant ni crevettes ni jambon, et c'est pas parce que je vais avoir une petite faim pendant 5 ans. C'est pas parce que c'est une petite faim pendant 5 ans. C'est pas parce que je vais avoir une petite faim pendant 5 ans que je dois me forcer à bouffer quelque chose. Crever de faim, elle marche pas, non ? Parce que soit Macron, soit Le Pen sera président. Ouais. Donc mais au moins j'aurai ma conscience en me disant je n'ai pas voté pour quelqu'un contre qui je vais manifester dès la semaine prochaine. Mais Raph, parce que c'est toi et parce que c'est nous, entre Ah, guillemets. mais je ne parle que de moi. Voilà, il y a Je parle que de moi. Il y a certaines personnes qui vraiment... Qui vont en pâtir en fait. Voilà, qui prennent ces politiques, mais de plein fouet, tu vois. L'autre fois, j'avais dit, il faudrait qu'on ait d'autres intervenants, entre guillemets, parce que nous, Franco, il va se passer quoi ? Et du coup, d'où ça vient ? Enfin, quel a été le moment déterminant qui a fait basculer tout ça et qui a presque, entre guillemets, offert les jeunes aux extrêmes ? Ah, pour moi, c'est 2015. 2015, clairement, la vague d'attentats qu'on a subi, Ouais. qui a vraiment fait prendre conscience aux gens que les dangers qu'on avait vu venir étaient pas si lointains que ça, et que la menace était imminente et vraiment sur notre sol, quoi. Et je pense que ça a fait peur aux gens, et les gens se sont tournés vers les figures les plus rassurantes qui existent, tout en étant paradoxalement les figures les plus inquiétantes. Et c'est justement à cause de l'apathie du pouvoir en place. Et je parle pas du journaliste politique qui est absolument qui est limite. Je parle vraiment de la passivité totale de nos gouvernants. Je suis d'accord avec ce que dit Raph, mais j'ajouterais juste, en plus des attentats, et moi je le situe aussi vers 2015, c'est que, alors pour ma part, parce que j'ai 30 ans, ma première élection présidentielle, c'était François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et en fait... Ah ouais, l'ancienne. L'ancienne. Et sauf que, je sais pas vous, mais tout ce schéma politique dans lequel je pense qu'on a tous été élevés, qu'on vienne de familles de droite ou de gauche, genre il y a le centre, il y a la droite, il y a l'extrême droite, il y a la gauche, il y a l'extrême gauche. En fait, moi, je vote à gauche pour Hollande et je me rends compte, à peu près vers 2015, qu'en fait, il fait pas vachement différemment de Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Je me rends compte là, pareil que Emmanuel Macron, est-ce qu'il fait vachement différemment des deux autres ? Bah, pas tant que ça. Et en fait, tout ce schéma politique qu'on nous a vendu, où on avait l'impression qu'il y avait ce grand gaullisme versus ce grand mitterrandisme, c'est complètement faux. Enfin, c'est-à-dire qu'on est moi, je me suis retrouvée un peu dans cette désillusion qu'on appelle maintenant la dépolitisation, très bien incarnée par Emmanuel Macron. Et je pense qu'on a des jeunes qui étaient là, ah ouais, en fait, c'est ça la vie politique, mais c'est super nul. Alors, ils incarnent rien. C'est à cause de Hollande, vraiment. Objectivement. Non, mais objectivement, là, on est quand même à l'apogée du truc où on a la droite de gouvernement et la gauche de gouvernement qui ont littéralement disparu au premier tour. Donc, en fait, ils ont été remplacés. Enfin, c'est un vide, pour moi, qui a nourri les populismes et l'abstention aussi. Samuel, un petit coup de scalpel. Non, moi je suis d'accord que 2015, le Charlie Hebdo, ça a été un moment fondateur. Plutôt dans le bon sens pour moi personnellement, j'ai l'impression que on a réaffirmé tout un ensemble de principes, le droit à la liberté d'expression, le droit au blasphème, qui était garanti par la loi, mais qu'on n'avait pas suffisamment expliqué, donc dont les gens n'avaient pas forcément conscience. Il y avait vachement ce qu'on entendait vachement avant, des trucs, tu t'es exprimé, tu assumes, machin et tout. La liberté d'expression, oui, mais il faut respecter. Enfin, des phrases comme ça, un peu creuses, qu'on ne mettait pas trop en question. Mais là, on a affirmé une bonne fois pour toutes, on peut blasphémer, on peut dire du mal de Dieu, il faut respecter les gens, mais les idées, les religions ne sont qu'un ensemble d'idées. Le Coran, la Bible, la Torah, c'est des livres. Après, cette prise de conscience, est-ce qu'elle n'a pas été effective pendant 6 mois En pratique, elle a été effective pendant 6 mois, mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais est-ce que ce serait pas encore pire s'il n'y avait pas eu tout ça, sans cette vague de réaffirmation des principes républicains. Et par ailleurs, juste je finis là-dessus, il y a quand même eu un mouvement de cohésion nationale incroyable, des drapeaux français. Paradoxalement, dans la souffrance, on a fait de l'unité, on a fait corps. Et je trouve que ça a été... C'était quoi le truc ? Le vert n'est jamais plus bleu que d'être endeuillé de Aragon.
J'ai fait mes devoirs en seconde. mais ouais, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on a vécu des drames mais terribles, mais c'est ce qui nous a un petit peu. Mais après, désolée, je suis un peu plus pessimiste, mais en fait, il y a tous les ans justement Charlie qui demande à IFOP de faire des petites statistiques sur justement le rapport à la laïcité, au blasphème, etc., à la liberté d'expression et les jeunes, et c'est hyper démoralisant en fait. Enfin, c'est de pire en pire. Et justement, moi c'est un truc que j'écris dans mon livre, c'est qu'il y a eu une jeunesse Charlie. Je pense qu'il y a eu a fortiori une jeunesse 13 novembre, parce que le 13 novembre, peut-être encore plus que Charlie, c'était, il y a quand même beaucoup de jeunes quoi, qui sont allés à un concert, qui se sont fait tuer sur des terrasses alors qu'ils voulaient juste prendre un verre. Et je pense que toute cette série d'attentats, il y a beaucoup de jeunes d'entre nous qui se sont sentis le crayon à la main, on va dans la rue, on crie à la liberté d'expression et à la liberté de vivre comme on veut. Mais il y a une jeunesse qui, entre guillemets, n'est pas Charlie, en fait. Et ça, les chiffres le montrent. Et les chiffres dans les lycées, sont accablants, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Alors, ça reste une minorité, mais je crois que c'est de l'ordre de 10% qui ne condamnent pas véritablement l'attentat de Samuel Paty. Enfin, c'est quand même... mais là, pareil, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que tout à l'heure, on soulevait le fait qu'on parlait désormais des extrêmes, donc des deux extrêmes, gauche et droite. Pardon. Mais du coup, là, depuis tout à l'heure, vous me parlez du moment de basculement vers l'extrême droite. Quel est l'extrême tout court? Quel a été celui vers la gauche, du coup, parce que ça peut pas être les attentats, quoi. Il y a aussi, au moment du 15 novembre, par exemple, il y a eu un livre d'Emmanuel Todd où il explique que les gens qui manifestent en faveur de la liberté d'expression sont en fait, je crois qu'il y a une expression des zombies chrétiens ou islamophobes en fait, et que cet attentat-là a aussi propagé l'idée vers la gauche qu'il y avait une islamophobie ambiante, qu'on pouvait critiquer le Coran, qu'il y a un double standard, que les spectacles de Dieudonné sont interdits, mais on défend Charlie Hebdo. Donc ce mouvement-là, cette école de pensée-là a peut-être poussé des gens vers la gauche, ça a peut-être alimenté le discours victimaire aussi dans l'autre sens. Par ailleurs, il y a toute la vague à juste titre, on disait pas d'amalgame et tout, mais derrière le pas d'amalgame, il y a en creux l'idée qu'il y a beaucoup de gens qui font des amalgames, donc ça propage le discours victimaire, la peur, le rejet vers des partis qui peuvent faire du clientélisme électoral en disant, Mélenchon d'ailleurs a fait 70% chez les... Comment ? Non, je t'inquiète. Mais du coup, là, depuis tout à l'heure, on fait des constats absolument accablants. Louise m'a déprimé. Là, je vais très mal depuis 15 minutes. Qu'est-ce qu'on propose pour changer ça ? Quelle alternative ? Et a fortiori, Louise, toi qui as écrit un bouquin, dans ton bouquin, est-ce que tu proposes des voies peut-être qu'on pourrait emprunter pour régler ce problème-là ? Pour moi, c'est, encore une fois, le problème, c'est l'absence de récit. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a quand même une jeunesse, notamment celle qui va voter pour Marine Le Pen plus que celle qui va voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui galère. Ça, on l'a vu pendant le Covid. Il y a une jeunesse qui galère. Donc déjà, il y a des petits soucis sociaux à régler, ce serait pas mal. Mais en dehors de ça, il y a, je pense, une vraie, je suis désolée, ça va être un peu méprisant comme terme, mais une rééducation à faire sur certains principes. Et en dehors même de la rééducation, désolée, non, mais vraiment, c'est... Et quand je dis rééducation, je suis gentille, parce que je pense qu'il y a même une éducation tout court à faire. Il y a une absence de transmission de certains principes. Non mais je suis désolée, je suis un peu la connasse de service, désolée pendant 5 minutes, mais je vais le faire parce qu'à un moment, il y a une jeunesse qui en fait n'a plus du tout, on a l'impression qu'elle n'a pas eu l'éducation suffisante pour comprendre les principes de droit et de liberté avec lesquels elle se réveille chaque matin. On est quand même dans un pays, on peut critiquer la France, on peut critiquer Emmanuel Macron, on peut critiquer absolument ce qu'on veut, c'est pas parfait la France. Mais c'est quand même pas dégueu de se réveiller avec certains principes. Et on a l'impression qu'il y a quand même une certaine jeunesse, et qui le montre en s'abstenant, mais surtout en votant pour certaines idéologies, notamment l'extrême droite, qu'elle en a rien à faire. Et je pense qu'elle en a rien à faire parce qu'elle les connaît plus. Et je pense qu'il faut les... Alors, il suffit pas de faire des petits cours de droit sur ce qu'est la République. Il faut un peu la réenchanter. Parce que oui, la République, c'est devenu un truc chiant, en fait. On parle de République aujourd'hui... c'est ce qu'on fait ici, c'est le but de l'émission. Moi, sur les jeunes et les extrêmes, il y a une réflexion toute bête, banale, mais quand même, c'est que je pense que le Covid a légitimisé l'idée d'un vote, par exemple, pour Marine Le Pen. Parce qu'on nous fait des discours sur le danger liberticide de la droite, la fin des libertés, la fin de l'état de droit. On est quand même une génération qui, du jour au lendemain, on nous a dit pendant 2 mois, vous allez rester chez vous, vous faites une auto-attestation quand vous sortez. Donc, peut-être c'était légitime, je remets pas ça, j'entre pas dans le débat de fond. Mais voilà, ça fait relativiser le danger de l'extrême droite quand on voit que l'état de droit est en fait un peu... c'est vrai. Quand même, il y a un truc qui est oublié, on a eu 9 mois de couvre-feu et pendant 5 mois, le couvre-feu était à 18h. Et il y avait Macron seul qui est allé en conseil de défense les mercredis matins ou je sais plus quand, qui décidait de nos horaires de sortie. Donc, et encore une fois, je remets pas... c'était peut-être la bonne chose à faire, des vies étaient en jeu, etc. Mais ça fait relativiser sur le danger pour nos libertés que nous font courir les extrêmes. Exactement, moi je suis d'accord là-dessus. Après, quelque part,
Peut-être que je peux me tromper, hein. Je me trompe probablement. Tu sais, on se trompe beaucoup ici. Mais T'inquiète. après, la différence, c'est que moi, quand je me trompe, on coupe au montage. Je garde un peu cette aura au-dessus de la mêlée, tout ça. Mais bref, ce qui me paraît hyper étonnant, tu vois, c'est qu'on se plaigne de la montée des extrêmes, alors que les journalistes, que ce soit à gauche comme à droite, ont utilisé des éléments de langage pour qualifier Macron pendant 5 ans, qui très clairement n'étaient pas appropriés, quoi. C'est-à-dire, tu avais des journalistes qui étaient à ça de le traiter de nazi, et après, tu t'étonnes. Non, c'est vrai, il y avait honnêtement, beaucoup de journalistes qui il y a étaient eu très des durs gens- avec lui. Et T'as vu, c'était la une de quoi? Du Monde? Où ils Oui. le point. Non, Non, c'était Le Monde. C'était le Le Monde Monde. magazine, le Monde magazine. Ils le Ouais. mettent en mode presque Hitler. Avec un code En mode couleur fureur, rouge, ouais. Non, mais, noir, ouais. enfin, voilà, donc quand Très tu te dangereux. permets d'utiliser de Et, tels... et paradoxalement, pendant 4 ans, on nous fait passer Marine Le Pen pour mère achat, qui est C'est ça. super tolérante, cool, Mais machin. chouette et tout. à l'inverse, on peut dire que ceux qui ont sorti comme argument pour dire ça va, c'est pas le fascisme, qui ont sorti aux opposants aux restrictions sanitaires, vous êtes pas content, allez en Corée du Nord, Ouais. pour aussi décrédibiliser la cause antifasciste. C'est Parce clair. que Marine Le Pen non plus ne provoque ça pour Mais aller en Corée après, du pour Nord. finir donc, sur un truc, et qui, là encore, je peux peut-être me tromper, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces revendications, entre guillemets, qui sont portées par la jeune génération, c'est des trucs qui sont très axés sur le sociétal, Exact. et au final, j'y pas songeais. vraiment sur les sujets un petit peu importants. C'est-à-dire que C'est important le sociétal. Faut pas minimiser l'importance du sociétal. Non, mais dans Ouais, le mais, sens où, ouais. entre nous, pour toi, c'est quoi le plus important? Le fait qu'on ait une véritable indépendance énergétique, le fait qu'on ait le contrôle sur nos données, le fait qu'on ait des partenaires économiques X et pas Y, ou des embrouilles pendant 3 semaines à la télé sur un mec qui a twerké dans une église, quoi, tu Oh, vois. on est d'accord. Enfin, On est d'accord. Vous avez pas l'impression qu'on en fait peut-être un peu trop, Moi, et qu'au je- final, on crée cette génération-là parce que nos Bah, médias c'est- ont tendance à donner Bah, un c'est nom, ça, hein, tu c'est vois. ça. Moi, je vais te dire, là, on a vu pendant le débat là, du deuxième tour, je pense que, alors, je sais pas si c'est, il faudrait voir dans les chiffres, mais je pense que les principales préoccupations des Français, c'est le pouvoir d'achat, la sécurité, et on a passé peut-être 2 minutes, ou combien de temps on a passé au débat à parler du pouvoir d'achat? C'était au tout début. Bon, on n'a pas beaucoup parlé de ça, tu vois, et on a parlé énormément de, oui, mais qui c'est qui vous a financé? C'est un banquier russe. On s'en tape. Ouais, mais c'est Même un si règlement de compte. Même, c'est si ça, c'est, quoi. même si c'est que de la magouille, on s'en fout, les Français n'ont pas ça comme attente. Les Français veulent du concret, on en a rien à foutre de savoir qui a financé. Tiens, je le prends là, celui-là. On en a rien à faire de savoir qui a financé quoi, machin chouette. Le principal, c'est de savoir, voilà, est-ce que les Français auront assez d'argent pour finir le mois? Est-ce qu'ils peuvent se nourrir suffisamment? Mais d'un autre côté, quand les gens parlent et abordent ces thèmes-là, il faut bien se nourrir, etc., comme Roussel par exemple, il se prend une volée de bois vert alors qu'on sait pas du tout pourquoi. Mais après, Roussel, sincèrement, moi qui ai participé honteusement, à ce Roussel bashing, Ouais. déjà, sincèrement, moi ce qui me gonfle, c'est pas tant qu'il parle de viande ou de bon vin et compagnie, c'est cette espèce de mépris de classe à peine masqué, tu sais, le mec est fils de journaliste, lui-même journaliste, Ok. et il va te dépeindre ce que c'est le rythme de vie prolo de façon très caricaturale. Je trouve ça assez ridicule, moi c'est peut-être pour ça qu'on l'a vanné. Et quoi, tu vois. il l'a fait ça? Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Bah, De c'était manière hyper caricaturale, vraiment caricatural. Enfin, ouais, le diesel, la bonne barbaque et tout, c'est bon, mon frérot. donc, Enfin, c'est relou, quoi, tu vois. mais C'était plus ça, finalement, l'idée. ça parle à pas mal de Bah Français ouais. aussi, notamment Bah qui oui, mais votent à ça, l'extrême droite. aussi, c'est Mais, un problème. Regarde, quand tu prends, quand tu prends par exemple la campagne de Jean-Luc Mélenchon, là où ça n'a pas énormément fonctionné, c'est notamment dans les milieux ruraux. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas vraiment à ces gens-là. Tu Exactement. vois, là, il y a un sujet, là, il y a un Ouais. truc à dire. D'une certaine manière, il y a aussi un assez grand déplacement pour moi. Quand tu prends les débats de la primaire de la droite de 2017, il y a quoi? Il y a 12 ou 13 minutes sur Islam, tu vois. Tu prends les mêmes débats de la primaire de la droite 2022, il y a quasiment 40 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même pas mal de thèmes qui sont devenus mais hyper importants et qui passent énormément à la télé. Et après, on se dit, putain, mais c'est rigolo, les jeunes sont hyper extrêmes sur ces sujets-là. Mais parce que peut-être que médiatiquement, on les bombarde de ces thèmes-là. Alors, et on parle très après- peu de trucs très techniques, très européens. Après, et je compagnie. ferais la différence entre d'un côté les électeurs de Mélenchon et Zemmour, vous allez comprendre pourquoi je les mets ensemble, et Marine Le Pen. C'est que les électeurs, les jeunes électeurs que j'ai rencontrés qui votent Le Pen, ils sont pas du tout sur ces trucs sociétaux. Ok. Ils sont connectés, ils les voient, mais ils s'en foutent. C'est le mec qui veut Ils manger sont- à la fin du mois. Ouais, qui sont plutôt exactement, ruraux c'est et exactement compagnie, ça. C'est, enfin, moi, pour le coup, sur les électeurs d'extrême droite, j'ai vu le Zemmourien, c'est un CSP+, Ouais. un peu de grande ville, classe privilégiée, qui est que sur de l'identitaire. Ça, Ouais. le grand remplacement, ça le saoule. Il est biberonné à Alain Soral, Papacito, Baptiste C'est Marchais, ça. etc., etc. Et il a toutes ces petites publications des éditions Ring, en gros, c'est ça. Et, pardon, et... lecteurs de Zemmour. Ouais, exactement. Et Alors, à Marine savoir, Le Pen, Louise, on est vraiment Louise, plutôt a sur... la haine contre Ring parce qu'elle a été refoulée. De base, elle voulait publier là-bas. Ils ont pas voulu de Ils moi. lui ont dit vraiment, sincèrement, t'es pas assez fort. C'est pas le style, ils ont dit c'est pas le style de la maison. Binational, libanais, ils ont dit, ouais, c'est bon, stop. Tu peux pas aller à l'observatoire avec les bobos.
Mais tout ça pour dire que, et c'est pour ça que je mettais les jeunes mélenchonistes avec les jeunes de Zemmour, non pas qu'ils ont exactement les mêmes idées, mais c'est ceux qui sont un peu plus sur ces trucs sociétaux, avec un peu cet effet loupe des médias sociaux de oh là là, il y a le wokisme, etc. Que pour le coup, les électeurs de Marine Le Pen, je vais pas dire qu'ils s'y intéressent pas du tout, mais c'est pas du tout leur sujet. Ils sont vraiment classe sociale défavorisée, ils sont moins diplômés aussi. Et c'est peut-être la seule d'ailleurs à réussir à toucher cet électorat-là. Ouais, la classe ouvrière. À avoir dans son parti, pas forcément. Par exemple, Mélenchon, si tu prends Mélenchon, et là bon, on pourra pas me reprocher ce truc-là parce que je vais très clairement tirer sur lui. Mais quand tu prends la composition en termes je sais pas moi, de sociotype au niveau des insoumis, bah pardonnez-moi des termes, mais c'est très blanc, c'est très Sciences Po, c'est très bobo. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas du tout c'est l'électorat qui est visé, quoi. Alors, il y a pas mal de classes défavorisées, mais très diplômées. Ils avaient Ruffin, mais Ruffin n'a pas été suffisamment mis en valeur ces dernières années. Moi, je pense que Ruffin, apparemment, il y a un... On peut aussi mettre les jeunes qui votent Zemmour et Mélenchon dans le... Je fais la même distinction que toi. En fait, les jeunes qui votent Marine et les jeunes qui votent Macron, je trouve que dans les deux cas, il y a un peu une forme de conformisme social en fonction de la classe sociale. Le macronisme, pour faire simple, c'est le conformisme des élites, et le marinisme, élite réelle ou supposée, hein, parce qu'il y a des smicards qui votent Macron qui sont persuadés qu'ils vont être blindés dans son camp. Bien sûr. Alors ça, c'est absolument insupportable. Et le marinisme, c'est le vote Le Pen, c'est le conformisme des classes populaires. C'est des votes il n'y a pas vraiment de discussion idéologique derrière, c'est des gens relativement peu politisés. À l'inverse, je trouve que le vote Zemmour, c'est des gens qui sont vraiment très idéologues, très politisés. D'ailleurs, on le voit, Zemmour, il fait 7%, et pourtant, au Trocadéro, il réunit près de 100 000 personnes. Donc, parce que c'est des gens qui sont motivés. C'est des gens motivés, militants, qui participent au débat d'idées, et je pense que Mélenchon, c'est un peu pareil. Il n'y a pas d'homogénéité de classe dans le vote Mélenchon. Il y a des urbains, il y a un peu des prolos, mais c'est vraiment des gens très politisés. Et donc, moi, je trouve que la distinction est bonne entre Macron et Marine d'un côté, Mélenchon et Zemmour de l'autre. Et du coup, est-ce que les résultats, vu ce qu'on a au second tour, est-ce que ça te donne pas un peu une idée de la démarcation sociologique qui se passe en France, en fait, quel courant est majoritaire du coup pour le coup ? Peut-être que justement ce côté identitaire et tout va être amené à régresser au fil des années parce que électoralement ça ne paye pas en fait. Mais je pense que c'est la façon dont Zemmour, c'est un peu finalement, il a fait un score en fait assez bas par rapport à ce qui était prévu, ce qui limite. Je pense qu'il y a eu un vote utile pour ça. Attention au vote efficace. Mais je pense qu'il y a un côté presque rassurant dans ce score que je trouve toujours trop haut, mais dans ce score quand même plus bas que prévu de Zemmour, parce que Zemmour en réalité, contrairement à Marine Le Pen qui a très bien joué son truc, Marine Le Pen a très peu fait de l'identitaire en réalité. Elle a vachement parlé pouvoir d'achat, elle s'est un peu... on avait l'impression de boulanger qui arrive comme coucou, je vais vous libérer des élites corrompues et capitalistes. Ce qu'elle a encore un peu fait là pendant le débat. Que Zemmour n'a fait que de l'identitaire. On l'interrogeait sur l'écologie, l'économie, mais tout, il était nul. Mais tu sais pourquoi Marine Le Pen, elle a pas besoin de parler identitaire ? Mais parce que c'est déjà dans son ADN, parce qu'elle s'appelle Le Pen. Parce qu'elle s'appelle Le Pen, exactement. Mais alors, et là où c'est juste rassurant, c'est que Zemmour, en ne faisant campagne que sur l'identitaire, a montré qu'en 2022 en France, a priori, on peut pas aller au deuxième tour de la présidentielle en ne faisant que de l'identitaire. 18% à un moment. S'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, tu peux imaginer que les courbes avec Marine Le Pen se seraient inversées. Oui, mais Marine Le Pen et Mélenchon sont assez poutinistes aussi, ça les a pas autant atteints. Et je pense qu'il y a l'identitaire qui fonctionne pas tant que ça. Alors si on reprend plutôt que... Enfin, on va essayer de le prendre de l'autre côté, plutôt que de prendre les actions des politiques sur les jeunes, on va plutôt prendre la situation des jeunes et comment d'eux-mêmes ils vont aller vers certains discours. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que du coup cette jeunesse qui trouve pas de travail, qui globalement évolue dans une planète qui est en train de cramer, qui veut devenir propriétaire mais ne peut pas parce que les boomers, vous pensez pas que les extrêmes c'est des réponses un petit peu confortables à toutes ces angoisses que vivent un peu Confortable, je sais pas, parce que socialement c'est pas aisé de se revendiquer d'un vote extrême. Beaucoup plus qu'avant. C'est vrai que moi... Il y a des gens qui le disent sur un plateau. D'ailleurs c'est marrant, je parlais justement de la manif où j'étais la dernière fois. Il y avait une dame, une antillaise, avec une casquette Black Panther, pardon. Black Power. Oui, mais Black Power aussi. Il y avait aussi Black Power, je crois. Et elle disait qu'elle votait Marine Le Pen. Toi, t'es tombé sur Dark Christiane Taubira. C'est vraiment ça. C'était Evil Christiane Taubira. Et elle me disait non, mais moi j'en ai marre de ce système-là et tout, machin, je vais voter Marine Le Pen. Et oui, mais justement, pourquoi Incroyable, pourquoi mon frérot ? Parce que regarde, on voit que Mélenchon a fait un score qui était pas mal dans les. On dit les Drômes maintenant, plus les Dom-Tom, c'est ça ? Bon, bref, de toute façon, voilà. On comprend, t'inquiète. On vous adore, mais c'est juste que j'ai tout le temps le doute. Et
Et tu vois que par exemple aux Antilles, Marine Le Pen, pas mal aussi, elle est Oui, accueillie. effectivement. Bah ouais, mais pourquoi? Parce qu'aux Antilles, ta petite bouteille d'Actimel, tu la payes 20 balles. Tu vois, ça. c'est peut-être aussi pour ça. C'est ça. T'es quand même dans un. Enfin, je suis désolé, c'est la France, tu vois, qu'on soit d'accord ou pas, c'est la France. Les mecs, un mois sur deux, ils ont pas d'eau potable, quoi, tu vois. Ah, mais Ça on est où? Et après, on dit, oh putain, c'est rigolo, les jeunes votent aux extrêmes. Mais parce que les extrêmes proposent une alternative. Bon, on sait que c'est pas viable, mais en tout cas, c'est séduisant. Quand de l'autre côté, t'as un mec qui te vend, encore une fois, le toute Europe, la concurrence acharnée, que de toutes les manières, tu ne pourras pas assumer. Enfin. Du coup, Petit Sam, tu voulais peut-être nous envoyer d'autres éléments, notamment sur les jeunesses de banlieue, leur rapport aux extrêmes? Ouais, bon après je connais pas toute la banlieue non plus. Moi je viens du 93, j'y suis née, etc. Okay. Donc je connais quand même un peu. En fait le truc c'est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure au sujet du fait que mine de rien la jeunesse, on a un peu l'impression que elle appréhende le politique seulement, en tout cas bien plus sur l'aspect sociétal que social, et je le remarque un peu, en fait, aussi chez moi, étonnamment. Je vais pas refaire le dessin, mais on connaît bien le 93 parce que on a un taux d'abstention record, et pourtant on a quand même des difficultés significatives au niveau économique. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est arrivé en tête dans le 9-3? Alors dans ma ville, moi, c'était Mélenchon. Ok. Il me semble que c'était Mélenchon tout court dans le 93, ouais. Okay, il me semble. Hein. En vrai, je le savais, mais c'était. Il me semble. En gros, et c'est ça que, je trouve assez impressionnant. Je trouve ça assez impressionnant parce que moi, j'ai fait mon collège dans une ZEP, tu vois, genre il y avait pas plus ghetto, tu vois. J'ai fait aussi mon lycée dans le 93. Ensuite, à l'université, je suis passée sur Paris. J'ai grandi, du coup, maintenant, je grandis un peu ici, bien plus dans la capitale que dans ma banlieue à moi. Et je me rends compte, mine de rien, que, alors même si évidemment, je ne nierai absolument pas le fait qu'on a quand même énormément d'aide pour retaper nos stades, etc., comparé à certaines zones rurales qui sont totalement laissées à l'abandon, mais il y a quand même des problèmes significatifs chez nous. Enfin, je veux dire, il y a un taux de chômage énorme, notamment chez les jeunes, et c'est malheureux à dire, mais je peux comprendre pourquoi certaines personnes certains jeunes se tournent vers des métiers qui n'en sont pas parce que ça tourne dans l'illégal, tu vois. Mais c'est parce que il y a très peu d'offres derrière, parce qu'il y a des profs tout simplement qui n'ont pas été remplacés. Et de fait, il n'y a pas d'éducation, et de fait, il n'y a pas de diplôme, et forcément, il n'y a pas de métier, quoi. Mais le truc, c'est que bref, pour reprendre, pourquoi, c'est rué du coup chez Mélenchon, c'était essentiellement, quand tu vas voir ces gens-là, c'était essentiellement pour sa posture sur l'islam notamment. Okay. Intéressant quand même. Enfin, je veux dire, Mélenchon, mine de rien, il pouvait être pertinent. Le vote Mélenchon chez nous pouvait éventuellement être pertinent quand on pense tout ce qu'il a, tous les acquis sociaux qu'il renforcerait et certaines aides supplémentaires qu'il proposait. Ça pouvait s'entendre. Mais l'une des raisons principales, c'était parce que c'était pas un facho, quoi. Parce que je le trouve en tout cas infiniment complaisant avec certaines branches dont islamiste. Mais je trouve ça étonnant en fait de la part de cette jeunesse là qu'il y a des vrais problèmes très concrets, genre finir à la fin du mois, tu vois. Mais pourtant la raison pour laquelle ils votent pour ça, c'en est tout autre. Non, c'est rigolo, en fait. ouais. C'est vachement rigolo. Enfin, étonnant. pas rigolo, mais c'est étonnant. Je trouve ça étonnant, mais c'est ça montre le sens des priorités un peu presque triste, un peu déformé. quoi, tu vois. En fait, c'est comme si on avait intégré le fait qu'on était foutu et qu'il n'y avait rien à sauver au niveau social, en fait. C'est pareil de l'autre côté. En fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est pareil des deux côtés, tu vois. C'est-à-dire que t'as des mecs en banlieue, arabes, noirs, ce que tu veux, en tout cas, racisés, même si le terme est un peu chiant, quoi, dont la première des préoccupations est une espèce de préoccupation identitaire, religieuse, spirituelle, ce que tu veux. Et de l'autre côté, t'as des prolos de campagne aussi, tu vois, qui eux ne vont pas voter Le Pen, qui serait le vote plutôt cohérent, mais Zemmour parce que leur problème c'est le fait que tu puisses appeler un gamin, je sais pas, Absatou au lieu de Corinne, quoi, tu vois. Et c'est vrai que c'est rigolo cette place qu'a l'identitaire. Et peut-être pour clôturer là-dessus, on est assez exceptionnel là-dessus. Il y avait Lacroix qui avait un peu parlé de ça et qui disait que les correspondants à l'étranger voyaient ces élections, mais comme une bizarrerie totale, quoi. Parce que dans les autres pays, des candidats comme Mélenchon ou Zemmour, même si c'est pas pareil, ça faisait pas ces scores-là, et surtout ça passait pas autant à la télé. Tu vois, il y a une sorte de névrose identitaire dans notre pays qu'il y a nulle part ailleurs. Je pense que le mot identitaire, faut le distinguer, il peut avoir deux significations. Ouais. Il peut avoir et on fait un faux procès à Mélenchon comme à Zemmour parfois. Il peut avoir la signification racialiste, identitaire, je veux que des blancs autour de moi, ou Mélenchon, communautarisme musulman, je ne sais pas quoi. Et il peut avoir la connotation culturelle. Et par exemple, Zemmour, c'est aussi ça, c'est les gens qui veulent qu'il y ait quand même une homogénéité culturelle dans leur quartier, qu'il n'y ait pas de communautarisme où ils sentent qu'il y a des enclaves où ils se sentent pas chez eux, et qui n'a rien à voir avec la couleur de peau, qui est plus noble, qui pourrait même être portée par la gauche républicaine. Bien sûr. Et pareil pour Mélenchon, c'est pas forcément alimenter le racialisme, ça peut aussi être
justement les revendications culturelles des musulmans, par exemple, qui ont envie d'avoir le droit de se voiler s'ils veulent, etc. Et c'est pas, je sais pas si on peut dire que c'est identitaire au sens où on l'entend avec la connotation raciale. C'est vraiment identitaire au sens culturel qui est plus noble, qu'on peut dénoncer aussi. Mais je sais pas, identitaire, je trouve que c'est un mot un peu fourre-tout. Et il convient il joue un peu subtilement entre la démarcation est tellement pas claire et je pense que justement eux ils sont un peu ambigus, ils naviguent un peu entre les deux fonctions. C'est pour ça que c'est difficile en fait de caractériser, comme tu dis très justement le terme d'identitaire pardon. Mais c'est d'ailleurs tout le problème de la préférence nationale de Marine Le Pen ou du grand remplacement d'Éric Zemmour, c'est le flou artistique autour de ça en fait. C'est quoi un Français ? C'est quoi un étranger ? C'est quoi mais d'ailleurs les racialistes aussi, hein. C'est quoi quelqu'un qui est, enfin c'est quoi un noir ? C'est quoi un métis ? C'est quoi un blanc ? On sait plus. C'est quoi un noir quand même, tu peux. Non. C'est-à-dire monsieur, comment ça ? Je suis daltonien, moi je ne pourrais pas savoir. Non mais je veux bien une définition parce que t'as tous ces mecs et ces meufs qui sont là avec leur palette Pantone à la main dès qu'ils ont un truc à dire. C'est vrai. Et tu sais pas trop. Enfin moi typiquement je suis à moitié arabe, est-ce que je suis blanche pour eux ? Enfin voilà, tu vois il y a plein de trucs comme ça. Louise, prends ce qu'il y a à prendre. Ça, c'est vraiment mon nouvel argument. Dès que quelqu'un me dit un truc, voilà ma carte. Ah, ma carte. Je suis arabe, je peux pas me traiter de raciste. Est-ce que justement, on pourrait pas dire que quand Marine Le Pen défend la préférence nationale, qui est le droit, par exemple, pour un employeur ou des logements sociaux de favoriser les Français sur les non-Français, ça c'est très grave. Et que justement, la gauche républicaine, oui, mais moi je suis contre ça, hein, mais que la gauche républicaine dit que ça c'est identitaire, est-ce que c'est pas par exemple la gauche républicaine qui alimente le racialisme en faisant comme si le fait de ne pas être français c'était être noir et le fait d'être français c'était être blanc et en retenant ce flou c'est peut-être justement la gauche républicaine qui alimente le racialisme. Quand elle parle de préférence nationale, elle parle de nationalité en soi, non ? Oui, justement, alors que la nationalité c'est quand même une construction qui a trait à la nation. Identitaire c'est devenu l'autocollant limite de l'horreur absolue, quoi, tu vois. Tu le mets sur quelqu'un quand t'as la flemme de débattre. Et typiquement ce côté un peu, c'est vrai que c'est complètement con parce qu'on sait très bien que la préférence nationale c'est envoyer les forces de l'ordre pour déloger des familles, pour mettre d'autres familles. Enfin, c'est absolument horrible, tu vois. Mais t'as pas besoin de dire que c'est identitaire. Tu peux juste expliquer que dans un pays de droit, enfin, je veux dire, tu te fais pas des trucs comme ça. Est-ce que vous avez des éléments pour conclure ? Parce que j'aimerais bien qu'on parle de Tinder, j'aimerais bien que la meuf de rap le voit parler de Tinder. Et d'ailleurs, Ibtissam, toi qui as lu le bouquin, bien sûr comme nous, tout à fait ce qu'on a fait ce week-end. On s'est entretenu avec l'auteur, c'est pas mieux. C'est pas 100 fois mieux. C'est vrai. Ouais, mais bon, c'est important de lire quand même, ça fait genre sérieux un peu, tu vois. T'avais des questions ou des remarques, en tout cas un truc pour conclure sur ce bouquin par rapport à la vision de Louise, sur le commun qui est quand même notre raison. Pour le présenter tout à l'heure, j'avais parlé du sentiment que j'avais quand j'ai pu le commencer. C'était un peu une lettre d'amour à la liberté. J'avais beaucoup apprécié la toute fin du bouquin, quand tu parles d'utopie en fait. Et tu disais en gros que l'utopie était polysémique, qui pouvait soit avoir le sens en grec utopie, un non-lieu, soit le bon lieu. Et que tu priais à notre génération de faire le bon choix. Parce qu'on est déjà au bon endroit. Ouais. De pas chercher le meilleur endroit, mais pas l'endroit parfait, mais parce qu'on est déjà au bon endroit en réalité. Au bon endroit. C'est ma conclusion. C'est très joli. Du coup, vous n'avez plus besoin de le lire en fait. J'ai spoilé la fin, désolé. C'est beau, c'est un peu le. Très beau livre, je trouve. Le fait mieux de je vais le prendre, tu peux nous avoir un price ou... Non. C'est la carte 19 balles, 50 centimes gros. Tu peux encore un tarot là-dessus. Baisse-nous le prix des 50 centimes et puis c'est bon, on est bon. D'abord, c'est honteux, faudrait vraiment qu'on fasse une émission là-dessus sur les maisons d'édition qui arnaquent les auteurs. Mais du coup, en parlant d'auteurs, putain mais les transitions c'est un métier. En parlant d'auteur, est-ce que tu nous as écrit une petite lettre ? C'est scripté évidemment, oui. On sait que c'est le cas. Et c'est sur qui cette semaine ? Alors, ça va être sur les frères Truchot, je ne sais pas si vous les connaissez. Alors, petite pause, pardon, moi on me dit que c'est sur... Non, pardon, j'ai changé en entre-temps en fait, je suis désolée. Mais... Je pensais que j'allais faire sur le mec de Mythique, mais j'ai fait sur les mecs de Guyane en fait. C'est un métier. Pardon. Ok, c'est un métier. J'avais rien à dire sur Mythique, je me suis dit on va taper sur des connards, alors du coup j'en ai trouvé... Gardez-le au montage, c'est exceptionnel. Allez, vas-y, c'est bon, balance la lettre, c'est bon. Change le nom de l'émission, on va appeler ça Ibtissam et les gens. Allez, c'est parti, on t'écoute Ibtissam. Excusez-moi. Donc, ça va être une lettre aux frères Truchot. Vous, fondateur d'un site de rencontres adultères. Vous,
stratèges culottés du monde des affaires. Loin de moi l'idée de faire de vous les pères de l'infidélité, les couples exclusifs n'avaient pas attendu Internet pour se tromper. Mais force est de penser qu'agir dans le marché de la trahison est fâcheux, en une époque où il est déjà bien difficile de tisser de véritables liens amoureux. Gliddon fait référence, selon veut dire, au jardin d'où furent chassés Adam et Ève. C'est en croquant le fruit défendu que l'alliance sacrée s'achève. Aussi à l'initiative d'une journée de l'infidélité, le jour de Saint-Fidèle, au printemps. On remarque aisément que votre malin génie créateur est aussi séduisant qu'indécent. Indécent, car même si les vœux habituels devant l'autel ne valent rien lorsqu'on ne s'y rend pas, l'obligation de fidélité dans le mariage est inscrite dans le Code civil français et pas que dans les tables de la loi. Si vous souhaitiez permettre des rencontres aux adultes désirant des corps et des mondes, il n'y aurait pas de souci. Sauf qu'il y a une distinction à faire entre l'amant d'un temps et le très officiel mari. Mais même si la responsabilité n'appartient évidemment qu'aux inscrites et inscrits, jouer au charmant serpent fait en tout cas de vous un moyen de briser des familles. Mais visiblement, toutes les cartes sont bonnes à jouer tant que profit s'ensuit, même si cela implique d'inciter des citoyens à commettre un ancien délit. À vous mes frères. Ceux qui rendent peut-être aussi à l'amour sa légèreté, je vous envoie tout de même mes salutations distinguées. Bravo. Je fais l'effort, ça rime et tout. Bon, du coup, on annule le plan, parce que vu que c'est Gliddon, on va pas le laisser parler de ça, sa meuf va le tuer. Alors, première question, est-ce que vous utilisez ces applis? Non. Arrêtez, c'est pas possible. Non mais, enfin, Si on- pour il y le a- coup, il tu y a peux déjà 30 draguer sur Ah, Instagram. mais attends, donc, il y a 30... Quoi? Pardon, non. Bon, ça va, c'est pas comme si ça se faisait pas, non. Ça se fait Ah, pas. mais toi, on apprend des trucs à chaque émission, c'est exceptionnel. Pardon. T'es censé être la caution intellectuelle un peu presque... Et est-ce que, genre, sur ta Madonna description, Prude, sur ta description Tinder, il n'y a pas écrit cycliste à mes heures perdues et tout? vélo taffeuse. À mes heures et mes euros perdus aussi, visiblement. Pas mal, ouais. Donc pas d'appli de rencontre. Non, mais j'y ai déjà été. Ok. 15 minutes à chaque fois, quoi. Et ça Pourquoi m'a saoulée. Bah, je sais pas. En fait, j'ai trouvé ça ludique. J'ai trouvé ça ludique de. Alors, il faut que je le dise en français, mais swiper, tourner vers la Bah, gauche. 2 balles dans ma cagnotte pour Voilà, la Play c'est 5. ça. Mais... Non, ouais, c'est marrant, 5 Ouais. minutes. Ça m'a saoulée. Ok. Donc, j'ai désinstallé. Sam? Moi, j'ai une copine, malheureusement. Malheureusement. Malheureusement pour l'émission, mais On l'embrasse. En tout cas, on l'embrasse. Je m'explique dans la caméra. J'ai une copine malheureusement pour l'émission et l'intérêt de la conversation parce que j'aurais pu parler de mes rencontres. Mathis, tu Mais comprends? heureusement pour ma vie parce que j'aime ma copine, elle est exceptionnelle. Ma copine. Tu fais un petit montage où tu lui fais dire là. Oh bah tiens. Tu vas faire l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire. C'est-à-dire tu dois dire l'inverse devant la caméra. C'est mon pouvoir d'admin ça. Le buzzer inverseur. Et t'enlèves fait, le je l'ai buzzer trouvé. et tu gardes juste le moment où il dit l'inverse, Mathis. euh, Voilà, putain la peur dans ses yeux. Ce soir, Sam il dort sur le canapé. Non mais plus sérieusement, attends, tu m'as pas répondu toi du coup. Bah, je vais te répondre. Tu veux pas passer les petits sacs d'abord? Non, réponds-moi, ça m'intéresse. Regarde, je pose ma feuille. C'est compliqué. Moi, je suis un romantique, tu vois. Et non, mais c'est vrai. Et ça me ferait mal de faire entrer la romance, ou du moins le sexe pour les gens les plus pessimistes. Ça me ferait mal de faire entrer ça. Qu'est-ce que c'est que ce C'est point pas de un vue mal, moral Attends, là. non, Les gens non, doivent vous m'avez s'amuser, pas non compris, vous m'avez pas compris. C'est-à-dire que si tu es optimiste, tu vises la romance. Si t'es pessimiste, tu ne vises que le sexe. C'est ça que je veux dire. Mais pourquoi C'est Parce pas que la être romance c'est mieux pessimiste. que le sexe. La romance c'est beaucoup mieux que le sexe, enfin. C'est... Non, je sais pas. C'est très... Ça dépend des jours, je sais pas. Parce que non, mais la romance inclut le sexe. Enfin bon, bref, mon père regarde cette émission, j'ai pas envie. Donc, j'ai pas envie d'être considéré comme une sorte de produit. Il a un alter Christine Victor. J'ai pas envie d'être benchmarké, d'être étiqueté, qu'on me mette une note. Benchmarké, Mais c'est vrai, ouais, bon, t'as compris. J'ai pas envie d'être comparé et d'être mis dans une sorte d'économie de marché de la romance et du sexe. Et j'ai envie de spontané en fait. Et pour moi, Tinder, toutes ces applis-là, c'est le contraire de la spontanéité. Moi, Ok. j'ai envie de marcher dans un parc et qu'il y a une meuf qui me rentre dedans, qu'elle fasse tomber ses feuilles par terre et que je me baisse, je m'agenouille, je récupère ses feuilles Et et on se regarde droit dans les Ta yeux. Et on copine, tu l'as rencontrée comme ça? non, elle m'a vomi dessus, c'est une autre histoire. C'est encore mieux, C'est une encore autre plus histoire, spontané. vraiment. C'est totalement, ça n'a rien à voir, mais bref, c'est une autre histoire. Vraiment, c'est la seule émission d'internet où t'as un mec de plus de 2 mètres qui peut te décrire le synopsis de Coup de foudre à noter. Mais c'est exactement ça. C'est Moi, absolument c'est exceptionnel, justement ce parce qui qu'on se m'a passe. vomi dessus que moi je rêve d'une rencontre comme ça, et c'est pour ça. Et donc je suis totalement opposé à Tinder et toutes ces conneries là. J'ai besoin de spontanéité. Ouais, Attendez, pardon, Samuel, on va quand même laisser répondre Sam aussi. Alors excuse-moi. toi, les applis de rencontre Mais comme j'ai plus de place. Mais Pitié qu'elle dise une dinguerie comme ça, ma mère ne l'aime plus. C'est nous les stars de l'émission. non, mais ce que tu disais tout à l'heure, tout dépend du. Enfin, la romance c'est mieux que le sexe consommé. Enfin, bon, le truc c'est quoi? C'est vrai que mine de rien, il y a quand même un problème avec ces applis parce que bon, t'as l'impression de consommer des gens de la même manière que tu consommes des McDo. C'est ce que je disais. C'est pas faux.
C'est mais pas toi, t'es marxiste que quand tu veux. Mais c'est vrai. Attends, on peut être un peu ambigu. C'est quoi ces conneries? Termine, petit soldat. Non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Mais après, bon, pour rebondir, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas forcément se prendre la tête parce qu'ils sont encore jeunes et qui veulent seulement s'amuser. Enfin, je vois pas ça en mal, mais je reviendrai là-dessus pour plus tard. Pourquoi aussi je vois pas ça en mal? C'est un peu plus... Bref, peu importe. Non, je ne les utilise pas parce que de toute manière, on arrive déjà à se draguer assez avec Instagram, Facebook, Twitter, machin. Ok, donc t'es ce qu'on Ça va appelle un loup d'Instagram. Un loup. Je suis un loup, ça Mais- dépend. La personne que je fréquente actuellement, c'est lui qui est venu me voir. Donc, Mais est-ce que tu utilises la technique que je qualifie de technique de pointeur? C'est tu likes par exemple, vous likez 3 photos. Si la meuf like 3 photos, tu t'abonnes, elle s'abonne et t'envoies un petit. Ouais, c'est comme ça que ça marche, ouais. Ce truc marche encore. Bah ouais, faut croire. Ok. Moi, vous couperez peut-être ce truc parce que moi, je crois que ma meuf ne sait pas que je connais ça. Alors, du coup, question qui vient, est-ce que le fait que ces applications soient devenues mais énormes, c'est des mastodontes, vraiment des mastodontes avec des algos hyper élaborés, etc. Est-ce que ça n'a pas modifié un petit peu la façon dont on se rencontre réellement? Et est-ce que tu pourrais, par exemple... Bon, toi du coup non, parce que vraiment tu fais flipper. Ça comme... Mais arrête frérot, tu te vois marcher derrière une meuf à 1h du mat dans Mais la c'est rue. vrai que, en fait, je vais te dire, j'ai totalement assimilé ça, le fait Ouais. que je puisse paraître intimidant, ce qui fait Ouais. que quand il est tard et que je suis derrière une fille dans la rue, je change de trottoir à chaque fois. Systématiquement, non, mais c'est vrai, parce que j'ai pas envie, je me dis, bon, ça se trouve, elle va stresser, machin, et j'ai pas envie qu'elle se retourne avec une bombe au poivre et tout, machin. Donc, flemme un peu, tu vois. Mais ouais, est-ce que vous avez pas l'impression que du coup, on peut plus vraiment... tu sais, il y a ce délire un peu... Enfin, pas délire, mais un peu safe space où il faut pas parler aux meufs dans la rue et Ouais, compagnie. moi je pense que ça a accéléré, on dit beaucoup MeToo a rendu plus compliqué, Ouais. machin. Mais je pense que c'est Tinder qui a fait ça beaucoup plus que MeToo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et la norme, c'est de se rencontrer sur les applis, sur Instagram, Ouais. chacun derrière son portable, et il n'y a plus, comme avant, les gens qui sortent en boîte dans le but vraiment de rencontrer des Oh, gens. ça existe encore. Mes parents se sont rencontrés en boîte de nuit. Ouais. Ah, la Et, classe. et je pense que ça existe encore bien sûr, mais ça existe beaucoup moins Ouais. qu'avant. Et il y a vraiment une fille qui se fait aborder dans un bar, elle va trouver ça, en tout cas, original. Ouais. Alors que je pense qu'il y a 20 ans, elle aurait trouvé ça banal. Mhm. Et donc en tout cas, dans ce sens-là, ça modifie. Et après, Franchement, sur... ça dépend. Non mais franchement, à la limite si tu sors, moi typiquement si je sors dans un bar, les mecs qui sortent dans un bar, en fait on fait partie des gens qui considèrent qu'on peut se rencontrer physiquement quoi. Ouais. Et après il y a les gens qui vont aller sur les applis. Mais je sais pas si on trouverait ça original. Je sais pas si... Mais est-ce qu'il n'y a pas C'est ce pas côté non où plus ça, se complètement fait, ma où ça se fait disparition. plus, entre guillemets, parce que plein de fois sur les réseaux, on voit des trucs, oh putain, il m'a parlé, bim, dans la vraie vie, ou enfin, je sais pas comment dire, enfin, mais il y a cette espèce de blocage, et puis, ça c'est peut-être très misogyne ce que je vais dire, tu vois, mais j'ai quand même l'impression que quand deux mecs différents draguent, en général, celui qui est mignon, c'est charmant, tu vois, c'est latin, tu vois. Et celui qui est affreux, c'est le mec dans You, tu vois. Et il y a cette espèce de côté vachement... Ouais, en fait, tout dépend si t'es bien, si t'es beau ou pas beau, la manière de la drague. Bah tu ouais, vois, mais il y a aussi le fait que ce soit hyper, maintenant presque condamné socialement, quoi, tu vois. C'est que... Bah après, il y a évidemment des façons de faire, tu vois. Tu vas pas siffler comme un gros retard de balle encore. Après, ça dépend des jours, Surruiné. mais de par le fait que il y a des fois, on a tout simplement pas envie d'être importuné, femme comme homme, je suppose. Je Tout à n'ai fait. pas, c'est pas Ah, un nous discours les hommes, on misandrope, accepte, hein. je pense qu'on accepterait totalement de se Oh, faire nous, on importuner. prend- Non, on ça dépend. en est, J'ai pas. Je pense que ça dépend. Ouais, ça dépend. Non, parfois t'as juste pas, t'es pas dans ton assiette, t'as absolument pas envie d'être importuné. Même quand, moi, il m'est déjà arrivé d'aller au bar toute seule pour boire, parce que voilà, Ah ça ouais, arrive. je suis alcoolique, Ouais, voilà. faut le dire. Et j'avais pas du tout envie d'être importuné, même si j'y étais, tu vois. Donc ça dépend des jours, et peut-être que au moins sur internet, on coupe court quand c'est ok, c'est ok. Ah, quand ça j'ai l'est pas, ça entendu l'est un pas. quoi. soupir, le scalpel, c'est parti. J'allais diverger un peu. Moi, il y a un truc que je trouve drôle, c'est les statistiques Tinder. Je sais pas si vous avez vu ces c'est études-là. super drôle. Comme les mecs ne font pas, swipe tout le monde à droite, Ouais. ne sont pas du tout regardants sur le physique des filles, alors que les filles ne swipe pas droite que les 5% Mais des elles mecs font les une plus étude c'est de marché. dur, hein, c'est Elles dur, font c'est une dur. étude de marché. Moi, je te le dis. Mais c'est incroyable. C'est pour ça que je vais pas sur ces trucs-là. J'aime pas ça. C'est incroyable. Mais il y a un truc... Bon, c'est pour ça que je vais pas sur ces trucs-là. T'es une meuf, déjà de base. Oui, mais avant, c'est peut-être ce qui m'aurait avant ça, j'y allais pas non plus. Mais il y a un Ce soir, truc... le clic-clac, il va te faire mal au dos. Mais il
il y a un truc qu'Ibtissam disait qui est intéressant, c'est le côté. C'est vrai que quand t'es une fille, admettons, t'es dans la rue, dans le métro, même dans un bar, en fait, tu te fais interrompre, entre guillemets, dans le truc que t'es en train de faire. Et parfois, effectivement, c'est cool parce que c'est réciproque, mais parfois, t'as juste envie d'être. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais dans le métro, j'avais mes écouteurs et mon bouquin, je pouvais pas avoir l'air plus occupée, sérieusement. Et il y a un mec qui est venu. Je lui ai dit non une fois, je lui ai dit non 2 fois, je lui ai dit non 3 fois. Et il y a vraiment ce côté, après tous les mecs sont pas comme ça, mais il y a ce côté, je me permets de t'interrompre, et en fait c'est moi qui décide du fait qu'on va se rencontrer. Et c'est intéressant, ce qui s'est passé avec les applis de rencontre, c'est qu'elles sont devenues hyper faites pour les femmes en fait. Ah bah bien sûr. Et vraiment, mais c'est devenu un truc, je crois que c'est Bumble, c'est vraiment fait pour ça en fait. Oui, littéralement, ouais, il me Mais semble. toutes sont faites pour ça, parce que même Tinder, l'algo en vrai... Ouais, et tu disais, c'est devenu un peu... Enfin, il y a un côté très consumériste. Adopte un mec, les pubs dans le métro, c'est quand même une meuf qui fait son marché. Crédit, quoi. ouais. Il y a le caddie avec le mec dedans, quand même. On est à la D'ailleurs, il me semble que CG. c'est payant que pour les mecs, d'ailleurs, Adopte un mec, non? Je crois que c'est gratuit pour les filles et payant pour les mecs. Sérieusement? J'ai jamais essayé. De toute façon, mais- c'est le business model de toutes les applis. Bien sûr. C'est les mecs Ouais. qui payent, qui s'abonnent parce que du fait de cette inégalité que les filles sont beaucoup plus regardantes sur le Bien public. sûr. Après, bon, il y a quand même aussi, faut quand même le rappeler, petit message de prévention, si je peux dire ça comme ça. Faites quand même attention avant la rencontre physique, après avoir après avoir passé un long moment Attention, à ça discuter glisse. virtuellement. Non, Attention, ça là glisse. pour le coup, c'est pas pour refaire. En plus, non, c'est pas pour refaire le discours en mode oh il est pas comme sur la photo, je sais pas quoi. Non, rien à voir. Là, c'est surtout genre faites attention à vous, c'est pas des psychopathes qui veulent vous voler vos organes, genre. Faites attention, genre, vraiment. Ok, Mais t'es vraiment bien on passe à un moment vraiment fun. Non, mais il faut le rappeler quand même. Il y a certains Ouais, prédateurs qui se cachent sur internet et ça peut être Mais dangereux. à Quand propos tu de discutes avec prédateurs, parce que quelqu'un. vraiment c'est un métier encore une fois très... Mais quelle Pardon. transition exceptionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de prédation aussi pour la psyché des hommes, puisqu'on parle beaucoup de body positive et compagnie, mais forcément quand tu vois que tu te fais jamais matcher et compagnie et que tu es en concurrence avec... Bon, parce que voilà ma théorie. CNRS, professeur émérite des facultés de droit en sociaux, vraiment je m'y connais. J'ai quand même l'impression que les mecs le subissent de plein fouet, ce truc-là, parce qu'avant, globalement, t'étais en concurrence avec qui? T'étais dans des petits villages, des trucs, voilà, il y avait une meuf mignonne, il y avait 3 autres mecs, bon voilà, ça passait. Là, t'es dans une concurrence beaucoup plus globale, et en vrai, le top 10-15% rafale tout. Et du coup, t'as cette espèce de Ça a dictat. toujours été un peu comme ça, non? Non, mais là, t'as ce dictat avec Instagram et compagnie, tu vois. Bon, les meufs, c'est pareil, c'est absolument horrible, et vous le subissez de plein fouet, mais pour les mecs, c'est affreux. C'est-à-dire que si t'es pas top 1% au niveau des diplômes, si tu fais pas 2 mètres, ça comme truc, t'as l'impression d'être une sous-mère. Et Tinder, très clairement, par son algorithme, parce que Tinder, l'algorithme, il a été rendu public et compagnie, on sait comment il fonctionne. Tinder, c'est un peu ça. On bride volontairement les correspondances, donc relations hétérosexuelles au niveau des mecs, pour qu'ils puissent payer, donc Tinder Gold, Tinder Plus et compagnie. Et même avec ces trucs-là, tu peux parfois te faire complètement shadowban, donc on ne te voit plus dans l'appli. Et bon, déjà moralement c'est pas fou, mais est-ce que légalement on ferait pas un truc, parce que je trouve ça assez hardcore moi comme façon de procéder, tu vois. Mais est-ce que tu es sûr que c'est l'algorithme qui défavorise volontairement Oui, les oui, hommes c'est- ou oui, c'est oui, c'est juste l'algo. les préférences féminines qui malheureusement nous défavorisent? Non, c'est en gros l'algorithme il part Ça fait un peu argumentaire d'incel pour expliquer le fait qu'il se fasse éclater, qu'il choque personne, genre. Ouais, j'avoue, j'ai 0 match moi. Non, mais plus globalement, en gros, l'algorithme de Tinder, il a été rendu public et on sait comment il fonctionne. Il te file une note. Quand tu te fais matcher une fois, t'as genre +1. Quand tu te fais swipe, t'as moins, je sais pas, 0,1 on va dire. D'accord. Et du coup, plus t'as une note qui est haute, plus tu vas être mis en correspondance avec des profils de femmes qui ont une note haute. D'accord. Sauf que bon, vu que les mecs sont globalement des sangliers, toutes les femmes ont des notes très hautes, et t'as plein de mecs qui se retrouvent avec des notes à la limite du 0 ou du négatif, et du coup, eux sont complètement mis sous les radars, alors qu'ils payent, tu vois. Et du coup, tu payes pour qu'un algo te mette sous les radars, et t'es vu par personne. On appelle ça se faire baiser, je crois. Je suis pas certaine, mais je crois. On mettra un bip, on n'est pas vulgaire ici. Moi, j'ai Mais tu vois ce que je veux dire j'ai lu une théorie, je sais pas ce que ça vaut, intéressante, sur pourquoi les mecs swipent tout le monde à droite et pas les filles. Ouais. Et la théorie s'inscrit dans la biologie évolutionnaire. C'est que ça fait des millions d'années qu'un homme qui couche avec plein de partenaires différents a un avantage sélectif. Parce qu'il met enceinte plein de femmes. Une femme, ça lui sert à rien de multiplier les partenaires. C'est clair. Parce que elle est immobilisée pendant 9 mois de toute façon. Donc elle a autant de descendance avec un enfant, avec un partenaire, qu'avec 60. Alors qu'un homme a 60 fois plus d'enfants quand il a 60 partenaires. Donc, via la sélection naturelle, les gènes qui ont été retenus de génération en génération chez les mecs, c'était les gènes, en gros, entre guillemets, des gros baiseurs.
Et il n'y a pas eu cette sélection qui s'est opérée chez les femmes. Tiens. Et, Ah, mais franchement, donc, tu sens le cul, bravo. Bravo, mon jeune padawan, là, franchement, impressionnant. Mais je te dis, c'est un scalpel. C'est un scalpel. et en tout cas, ça me semble intéressant et c'est probablement pertinent. Et c'est pour ça que du coup, les mecs ne sont pas du tout regardants et mettent tout le monde à droite, alors que les filles, vraiment, elles veulent un mec qui sera le mec le mieux possible, quoi. Mais du coup, philosophiquement, est-ce que pour vous, il faudrait, bon, peut-être pas interdire, mais en tout cas, essayer de réguler un petit peu au niveau de ces applications-là pour éviter de créer des générations d'incels, quoi. Admettons, comment on régule ça? Écoute... Moi, je vois pas, je Tu vois pas crées une comment... alternative dans ce cas et c'est toi qui crée l'algo, mais sinon t'as rien à imposer à qui que ce soit. Si tu veux pas jouer au jeu, tu t'inscris pas. Alors C'est apparemment, con, il y a c'est une comme ça. application qui s'appelle Fruits, et elle, tu choisis un fruit. Ok. Et en gros, le fruit dit pourquoi t'es là. Ah, banane. De la direct. Ouais, voilà, typiquement. Aubergine. tu vois. Putain, c'est fou quand même, hein. Putain, j'en apprends des trucs. Il y a aussi J-Swipe et Muslim Swipe. Et, Ouais, ça c'est dans le marché communautaire, tu vois. Ouais. Excusez-moi, vous êtes particulièrement informé, étonnant. monsieur. on me raconte, hein. Ce qui est aussi ouf, c'est que j'ai tout de même l'impression que... Enfin, en vrai, l'impression de que dalle, c'est scripté, c'est écrit, tu vois, mais... Est-ce que c'est pas le confinement qui a aussi poussé un petit peu ces applications vers... Ouais, ça grave. Ouais, parce que tout le monde tapait des François Hollande à 2h du matin pour aller voir des meufs, quoi. Enfin, vraiment, c'était un petit peu ce qui se passait pendant ce putain de confinement. C'est Vous en vrai. avez profité? Pourquoi tu crois qu'elle s'est fait choper en vélo, celle-là? Oh, c'est faux, non, non, non. Putain, mais les liens sont douloureux. Les 135 balles pour un plan Tinder éclaté, le mec c'est des 4 fiches. Hop là, 2 balles, encore c'est parti. 4 fiches. On en est marre, on est vraiment marre. Alors, est-ce qu'on Mais passerait non, te flagelle pas. sur un petit quiz, donc gastronomie française? Est-ce que vous êtes bon? Non. Il avait bien précisé. Moi, dès que ça parle bouffe, Toi, le crack. suis là. Louise? Mon beurre à moyen. On verra. ça craint parce qu'on T'as voulait te faire gagné, gagner va. en fait. Je voulais te faire gagner. Oh, Mais il Louise, en plus, elle avait mis houmous et vin rouge en Ouais. mode je connais tellement. Ouais, c'est la créolisation. Ah putain. C'est les petits bowls en carton là. 20 balles de petits couscous froids. Ok. Du taboulé, il me semble qu'on appelle ça. Alors. J'ai un point là, non? Ouais. Ok, donc Ouais, les quand règles. même. Pardon? Non, je disais, on appelle ça le taboulet, il me semble. couscous Et là, froid. franchement. J'ai un point, s'il te plaît, Pas genre. mal. Non, ok, j'avoue un point. Oh, merci. J'avoue un point. Prochaine question, il va te mettre -2. Non, en vrai, Pissam, j'ai été trop méchant avec elle. Je peux pas Ouais, franchement, s'il te plaît, genre. Ne fais pas changer d'avis. Alors, du coup, là, c'est donc des questions vraiment à la con. Et de toute façon, c'est moi qui décide, donc il n'y a pas besoin qu'il y ait un véritable enjeu. Donc c'était... Ok, c'est un espèce de QCM. Ok. C'est le mec qui découvre les trucs, il est absolument pas pro. Les gens qui mangent du camembert, il faut leur dire un grand « Ah ça oui !» Non, tu peux le faire mieux que moi, là, Julien Lepers, peut-être? Ah oui. Merde, attends, il n'y a pas de carte. Ah, maintenant c'est là. Avec les fiches cartonnées. Oh, je l'aime ce jeu. Il a explosé le buzzer, qui Oui, est merde. pas à nous, c'est un leasing. Super. Ok, donc, les gens qui mangent du camembert, il faut leur dire un grand oui à la Julien Lepers, leur jeter une tome de chèvre mou dans la gueule qui va leur dégouliner dessus, et c'est ce qui a sa place dans leur bouche. Patrick. Patrick, on est violent. Ou leur acheter du sang bon car ils schlinguent trop après. Bon, globalement, on va faire un truc encore plus simple. Qui aime le fromage? En haut, oui. En bas, non. Camembert, 3, 2, 1. C'est très bon le camembert. Je suis C'est exceptionnel le Je suis camembert. pas du tout fromage. Raph, tu es minoritaire, Ouais, ouais. et ici, en tant qu'admirateur de Jean-Luc Mélenchon, on aime les gens qui partent en campagne seuls, vous prenez 30 points. Voilà, anti-fromage, totalement. Deuxième question. Oh. Ok, vous dites pain au chocolat ou chocolatine? Pain au même. chocolat, Quand même. chocolatine. 3, 2, 1. On est Ça, très consensus, parisiano-parisien. En fait. Bon. Mais attends, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait aux gens qui disent chocolatine? J'ai vu un chocotube une fois, j'ai cru que j'allais m'étouffer. J'ai vu un chocotube, alors y a pas de tube en fait. C'est pas un tube. C'est quoi un chocotube? Bah un pain au chocolat. Ils appellent ça un chocotube. Mais t'as Ou vu un ça où, croustille, à ou un Roubaix, croustille chaud. Vous savez comment ils appellent au Royaume-Uni, j'ai découvert ça, les pains au chocolat, comment ils les appellent ça? Ils appellent ça croissant au chocolat. Ok. C'est mignon, tu vois, c'est mignon. C'est étrange. Ah, par contre, moi, quand tu parles de croissant au chocolat, j'imagine le vrai croissant avec dedans, il y a du Nutella et tout, tu vois. Un Ouais. truc incroyable. Ça, c'est bien, ça. Mais par contre, soit dit en passant, putain, à l'étranger, globalement, la pâtisserie française, Non, mais on est bien. C'est pas la nôtre, Il faut hein. qu'il faut On est arrêter. vraiment vive la France, quoi. On est Mais on bien parle ici. pas de cette appropriation culturelle-là, en vrai. Ah, mais c'est- Qu'est-ce qu'ils font subir à nos croissants, tu vois. On n'en parle pas assez, je trouve. à Montréal, donc vraiment dans le quartier français, tout ça, je me dis, en vrai, bon, dans d'autres pays où j'ai voyagé, c'était dégueulasse, mais Montréal, je me dis, ok, c'est des cousins, ils parlent français et compagnie, ça devrait être pas mal. Et je goûte, je fais, mais putain, mais. Faut qu'on reprenne le contrôle de la T'as été prendre une queue de castor? Une queue de Ça castor. s'appelle- Ils appellent ça une beaver tail. En fait, c'est une sorte de gaufre,
mais c'est vraiment un truc canadien où genre ils mettent plein de trucs dedans et tout. Non, moi, J'aime globalement, bien quand les aimé, trucs moi. s'appellent comme ça, en général, je goûte pas. Mais moi, au début, on m'a fait super peur, tu veux une queue de casseur. Moi, je m'attendais à un truc, tu sais, genre un vrai plat chelou, tu vois. Et en fait, non, c'est une gaufre avec plein de trucs dedans. Très bien. Bon, bah Conseil. écoute, Je vous le magnifique. On mettra, parce que maintenant on est professionnel, on mettra, tu sais, la petite bannière manger, bouger, 5 Ah oui. C'est un métier, c'est un métier. Le gratin dauphinois, plutôt miam, plutôt berk, et plutôt... Putain, mais RIP Mamie et ses petits plats, mais t'es d'une violence toi, dans cette émission. Alors, on a un auteur qui s'appelle Patrick, qui est exceptionnel, mais j'ai l'impression qu'il a des problèmes à régler quand il écrit les scripts, c'est exceptionnel. Du coup, plutôt miam, plutôt berk, ou plutôt... Bon, on va enlever Mamie. Donc là, ça va être miam, là, ça va être berk, 3, Et 2... Orpea à droite, c'est ça? En même temps, vu ce qu'ils ont voté, je pense qu'Orpea, moi, je peux leur Oui, pardonner. oui. Libérez Orpea. Alors, miam ou berk pour le gratin dauphinois, 3, 2, 1... Mais t'aimes rien Mais en t'aimes fait. rien. Non, mais en fait, les produits laitiers, c'est pas mes amis pour la vie, clairement. Clairement, t'es j'ai pas du mal bien avec dans le ça. Hein? Non, j'aime pas tout ce qui est... Ok, alors là, on va tester un truc, si vraiment tu l'aimes pas. La raclette. Bah, Socialement, Miam, tu peux pas être... Ouais, berk, oui, 3, obligé, 2, obligé. 1... Obligé. Donc tu te forces. Ouais. Non, mais en fait, ça va. Et Franchement, du coup, ça c'est va. quoi, t'aimes pas le fromage? J'ai du mal avec le fromage quand c'est pas vraiment un truc... mais pour le coup, la raclette, bizarrement, j'aime bien. Parce que Ça fais fait un gaffe, point. ici on est des Frankies extrémistes. Normalement, t'aimes pas le fromage, c'est goulag. Hein. Avec Roussel. Et moi, c'est pas les prisons avec la play à Marseille et compagnie où tu lances GTA au-dessus d'un portail. Hein. Non, c'est vraiment. C'est dur. Bah écoutez, ce quiz est fini, on va peut-être faire un petit tour de table. C'est quoi votre plat préféré? Bon, par contre, il faut que ce soit un plat français, je vous le dis de suite. Ok. Raph? Tourne de Rossini. Une entrecôte avec une tranche de foie gras dessus. Vraiment pas mal. Ouais. Pas mal. J'aime beaucoup ça, ouais. Bah, du coup, t'as gagné. Mais... Merci. Non, mais attends, je veux connaître vos goûts à Non, vous pour aussi, l'instant. sans déconner. Parce que pour le coup, pour couper, moi c'est pareil, mais c'est le burger Rossini, tu vois. Bah oui, c'est la même chose. Très sympa, ouais, j'aime beaucoup. Et puis Plat ça, français, du coup, je dirais peut-être le tartare de bœuf avec beaucoup de sauce Ah, c'est très piquante. bon ça. ok. C'est très bon, ouais. Ouais, c'est pas mal. Moi, je réfléchis, il y a rien qui me vient à l'esprit, donc je vais dire ma pizza préférée dans une pizzeria en Normandie. Il y a du fromage, un œuf au milieu, du bœuf et des merguez. C'est exceptionnel. Alors Je vous le merci recommande. beaucoup pour cette intervention et pour ta présence lors de cette émission. On applaudit, c'est elle qui s'en va. Plat préféré français, mais moi j'adore la pizza quoi. Ce que je me disais aussi. Avec des merguez Mais dessus. elle est énervée cette pizza. Honnêtement, elle est Elle énervée. est exceptionnelle. Tu sens le mec, il aurait pu mettre sa mère dessus, genre il aurait pu, tu sais. J'en ai trop. Il aurait pu mettre sa mère Cette émission me Je fatigue. peux vous montrer des photos si vous voulez de pizza. Alors, je veux voir la photo de la pizza interdite. Clairement, je veux voir la photo. Alors fais gaffe en montrant tes photos, il y a toujours des trucs bizarres dans cette émission là. Et toi Lise? Le bœuf bourguignon. Ok. Mm. Ok, stylé. Ouais. Stylé. Ça, c'est mon gros kiff. Plat, pas français. Moi je vais dire burger Rossini. Oui, c'est vrai, je suis Après moi j'aime bien la blanquette aussi, mais C'est pas mal Ouais. la blanquette. mais le truc c'est que ça pareil, en vrai c'est des plats, enfin comment dire, que j'aime, tu vois, mais fondamentalement qui sont mauvais pour moi parce que j'arrive pas à m'arrêter. Ah bah, ça, Et c'est sûr. j'ai ce vrai problème moi de pas réussir à m'arrêter. Un peu comme tu sais les vieux labradors ou le Ah, chien, ou le chien de ton daron, tu vois. C'est un peu ce problème là. C'est tu manges, C'est ça. et t'es mal quoi. Et plat non français du coup, plat du monde. Raph. Là, je partirais plus sur un truc genre sushi ou un truc comme ça, ouais. Et qui Sam. Je vais dire peut-être le taïjin poulet pruneau de ma maman. J'aime bien. Ok, donc petite fiche S, tu peux suivre Samuel et t'en aller aussi. Sam, vraiment, c'est la question de la dernière chance là pour toi. Bah, du coup, là maintenant, t'es obligé de répondre un plat français, pour le coup. Sors un truc, avant-en. J'aime bien le risotto aux champignons. C'est bon ça. C'est pas Ok. mal. Quel champignon précisément? Cèpe. Monsieur, tu peux rester dans l'émission. Louise, attention, vraiment, l'avenir de cette émission repose sur tes épaules. Hein. Étranger, du coup. Ouais, bon, c'est ce que tu vas dire, mais... Le houmous. Non. Le shish taouk de mon père. Mais du coup, ça reste C'est quoi? libanais. J'ai jamais entendu ça. C'est du poulet citronné. Ah, ok, d'accord. Mhm. Ok. Solide. Et toi, du coup Moi, il me semblait que c'était un peu le libanais ta bouffe préférée. Ouais, mais... Mais je sens la trahison arriver. En fait, c'est pas ça. C'est que, tu vois, même problème, la bouffe libanaise étant assez sportive, je pense que ça se voit avec cette carrure impressionnante, tu vois. Le problème que j'ai avec la bouffe, c'est qu'il faut que mes plats préférés soient des trucs que je peux finir sans non plus me mettre trop mal. Et la bouffe libanaise, c'est interminable. Bah, t'as refaim 4 jours après, quoi. Non, mais ouais, c'est interminable. Et le pire, tu vois, c'est que t'as vu les jeux vidéo où t'as des vagues? Tu vois. Là, c'est pareil. Bah, par exemple, on fait une petite pub, on a le droit, on n'est pas une entreprise, on peut le faire. Il y a un resto qui est super, la pause libanaise dans le 8. J'adore, mais le frérot, honnêtement, j'ai l'impression qu'il veut me tuer. J'ai l'impression d'avoir fini mon plat.
Je le vois débarquer avec des feuilles de vigne avec la viande hachée. Je peux partir, s'il vous plaît, je peux régler mon ami. Il fait bien, il fait bien. Non, il me régale bien. Non, alors étranger, ouais, moi je dirais peut-être le. Je dirais le tagine poulet amande. Ah bah, comme petit plutôt. Ouais. Sauf que toi, c'est des un pruneaux, truc, toi. Ouais. j'aime bien. Ouais. Ouais. J'aime bien. Bah, pruneau, c'est lourd, mais c'est sympa parce que la sauce avec les pruneaux est pas mal, mais les Ouais. pruneaux, tu les manges pas. Quoi. Tu vois, c'est un plat de. Moi aussi, c'est tu un les plat de manges. boomer, ça. Ce débat Bah, d'experts qu'on écoute, a là. Sur ce, on n'est pas dans des débats émissions Surtout, Mercotte et on va compagnie. bouffer d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'on va les manger. Ouais. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis, c'était super. Est-ce qu'il y a un mot de la fin de nos chroniqueurs habituels, les nouveaux? Qui est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde les nouveaux? Est-ce qu'on vire les anciens? Qu'est-ce qui se passe, quoi, quelque part? Par contre, n'oubliez pas dans vos votes, parce qu'il faudra le mettre en commentaire, qui on garde, parce que très clairement, on peut pas payer tout le monde. Il faut faire des choix. Rappelez-vous tout de même que Samuel, son plat français préféré, c'est une pizza. Tu vois. Donc, quelque part. Pas n'importe quelle pizza, s'il te plaît. Bon, un petit mot du coup pour la fin, peut-être, Louise, sur ton bouquin qui est disponible. Du coup, dès maintenant, les gens peuvent l'acheter. Ouais. Le Dans toutes les bonnes librairies. Dédicacé, tout ça. Un petit mot pour Ring, qui a refusé d'éditer ton bouquin, peut-être. Non, c'était vachement cool. Merci de nous avoir suivis et à, j'allais dire la semaine prochaine, mais pas du tout. Donc, à quand À on se bientôt. verra.